C'est un orphelin et une déficience intellectuelle. Elle a été présentée à un centre d'emploi avec la promesse d'un travail de bureau confortable. Mais la réalité était qu'elle devait travailler comme ouvrière dans la transformation du poisson. Elle a refusé, et le propriétaire du centre a enfoncé sa tête dans un aquarium et l'a soumise à violence brutale pour la rendre plus obéissante. Ils l'ont enfermée dans une chambre froidée. Ils ont versé du sel sur elle, comme s'ils conservaient du poisson. La jeune fille s'est échappée du centre. Mais quand elle a trouvé l'aide d'un policier en patrouille, il s'est avéré être en capute avec le propriétaire du centre. Elle a été enfermée dans un réservoir d'eau froide et torturée pour briser son esprit et faire. Elle leur obéit, elle veut désespérément s'échapper, mais est impuissante pour savoir si elle s'échappe ou non. Rejoignez les squads de taxis anonymes pour résoudre des crimes à l'extérieur du Belor et observer les détails intenses de la critique du film. Aujourd'hui, le film commence par la libération de prison de l'odieux criminel Cho Du-chun. Les gens de la presse sont indignés et se rassemblent devant les portes de la prison pour protester sa libération. Certaines personnes veulent qu'il soit à nouveau emprisonné, d'autres veulent le castrer. La scène est chaotique. Le procureur Jin-woo, qui avait précédemment condamné Du-chun à la prison à vie, est inquiet de sa libération anticipée en raison d'une évaluation de l'instabilité mentale. Il se demande si la justice a été servie. Au milieu de la foule, Du-chun est finalement mis dans un taxi et conduit hors de la scène. La presse le poursuit sans relâche et le film. Le chauffeur de taxi, du KE1, est à l'écoute. Fréquence radio de la police avec son partenaire, Aek-go-eun, pour planifier un moyen d'aider Du-chun à s'échapper. Une voiture du convoi suivant, accidentellement ou délibérément, tombe en panne, libérant une épaisse fumée et bloquant le chemin de tous les journalistes qui les poursuivaient, les frustrant. Dans le taxi, Du-chun, se rendant compte qu'on le prend dans la mauvaise direction, devient méfiant et résiste. Il tente d'étrangler le conducteur, mais est arrêté et battu. Le conducteur conduit tout en frappant le criminel, le poignardant finalement à la jambe, le causant grande douleur. Lorsqu'ils atteignent le tunnel, une autre voiture attend du KE pour livrer la marchandise. Un technicien utilise une astuce pour déguiser le taxi en voiture normale afin d'éviter d'être remarqué par le poursuivre. Les journalistes pour savoir qui est cette organisation spéciale. Allons au taxi Arc-en-Ciel. Service et rencontre avec Aek-go-eun, qui est également le secrétaire du service comptable de l'entreprise. Du KE est un moteur potentiel pour l'entreprise et les deux assistants de la mission sont des techniciens de l'entreprise. De l'autre côté, nous rencontrons le directeur du Blood Beer Fund, Jang Seung-shin, qui se bat pour les droits des victimes et de leurs familles dans les affaires pénales. Non seulement fournir un soutien financier, mais aussi un soutien mental. De l'autre côté, il y a les talentueux. Le procureur, Kang Han-na, qui garde le criminel depuis 2 semaines parce qu'il a sauté au 3e étage et est devenu inconscient en s'échappant. Il s'est maintenant réveillé, et elle va amener-le définitivement en justice et continuer à l'accuser. L'attente en valait la peine. Elle a également reçoit la nouvelle que le délinquant sexuel, Cho Du-chung, est porté disparu, ce qui signifie qu'une nouvelle affaire sera portée à la sauvette. À venir, elle demande immédiatement au procureur en chef, Jin-woo, de la laisser s'occuper de cette affaire. Comme le directeur du fonds de l'Oiseau Bleu, Seung-shin, est également présent, le procureur général présente Kang Han-na en tant que nouvelle personne en charge du fonds. Han-na est connu pour sa persévérance et est un bon représentant de l'accusation. Le directeur lui a confié cette tâche. Alors Han-na doit l'accepter. Pendant ce temps, du KE fait son travail quotidien de conduire les clients dans le taxi Arc-en-Ciel. Sur la route, passe une voiture blanche appartenant à une bande de voyous, roulant imprudemment. Le blanc coupe ensuite effrontément un bus scolaire rempli d'enfants, les faisant pleurer de peur. Témoin de cela, du KE n'hésite pas à agir avec droiture. Il bloque la voiture blanche, forçant. Il se retrouve dans un espace restreint, donnant au bus scolaire une chance de passer. Les voyous sont furieux et les pourchassent. Après le taxi de du KE, déterminé à se venger, le passager du taxi, terrifié, appelle la police pour obtenir de l'aide, mais quand il voit du KE maîtriser à lui seul les voyous, ils sont choqués. Les voyous s'agenouillent et implorent la pitié, permettant au taxi de du KE de partir cette nuit-là. De retour au compagnie, Go ne se pose pas de questions sur son arrivée tardive et ses longues heures de conduite. Elle soupçonne qu'il ait utilisé le gaz de l'entreprise pour des courses personnelles et l'avertit qu'il commet un détournement de fonds. Elle l'exhorte à réduire son temps de conduite s'il ne veut pas être réprimandé. Du KE s'en moque et continue d'entreprendre des missions de sauvetage dans son taxi. Pendant ce temps, sur un pont,
Une jeune femme s'apprête à faire quelque chose d'imprudent, mais son sort est incertain. Heureusement, du KE la sauve et commence à s'enquérir de ses problèmes la femme, Kang Maria. Elle explique qu'elle a grandi dans un orphelinat et qu'elle vient de commencer à vivre de manière indépendante. Son rêve est de travailler dur et de gagner assez d'argent pour faire venir les autres enfants de l'orphelinat. Pour vivre avec elle, elle est présentée à un centre d'emploi, affirmant être handicapée intellectuelle. Au niveau 3, mais ayant d'excellents résultats scolaires, le directeur du centre l'accepte. Elle s'attend à travailler sur un ordinateur, mais le directeur emmène Maria dans une usine de transformation du poisson. La rendant hésitante et effrayée quand le propriétaire voit Maria désobéir, il devient furieux et bouscule. La tête dans un aquarium, il la torture aussi brutalement plus tard. Il l'enferme dans un cylindre dans une chambre froide et verse du sel à l'intérieur, comme s'il conservait le poisson, c'est probablement. La méthode de torture qu'ils utilisent pour ceux qui n'obéissent pas Maria commence à travailler docilement en tant que véritable travailleur ce jour-là, c'est pourquoi elle s'enfuit pour échapper à leurs griffes. Du KE amène Maria. Inquiétude papeterie, et lui tend une enveloppe. En face du magasin se trouve une machine de jeu. Et à l'intérieur de l'enveloppe se trouve une pièce de monnaie. Pour activer le jeu, le système de taxi arc-en-ciel apparaît avec un message détaillant plusieurs termes et conditions. La minuterie sera toujours en marche pendant la commission. Une fois l'achèvement terminé, vous devez payer tous les tarifs et tous les frais supplémentaires encourus. Toutes les informations sur les clients lors de l'utilisation du service resteront confidentielles. Si vous acceptez les conditions générales et que vous souhaitez que l'entreprise s'occupe de votre situation d'intimidation, appuyez sur le bouton vert. Si vous n'êtes pas d'accord, appuyez sur le bouton rouge et partez. Se souvenant de l'oppression qu'elle a subie, Maria choisit de se venger. Le système de taxi arc-en-ciel reçoit immédiatement une notification indiquant qu'un nouveau client a besoin d'aide. Ako désintègre le bureau et active le système. Il y a un tunnel secret qui mène à la base cachée de l'escouade de taxi arc-en-ciel. Toute l'équipe se rassemble dans le bunker souterrain et se prépare pour la nouvelle mission. Après avoir écouté l'histoire de Maria, le réalisateur Sam Chin commence à analyser la cible. Park Joo. Ils ont le soutien de policiers corrompus. Après analyse et planification, l'équipe s'engagea. Punissez ces voyous. La voiture de du KE quitte le garage et commence la mission. Il est rejoint par les deux. Les techniciens et Ako 1 dans leurs voitures respectives. À son arrivée à l'agence pour l'emploi, du KE découvre que l'endroit est verrouillé de l'extérieur, ce qui signifie qu'ils retiennent les gens captifs. Et les empêcher de s'échapper. Les deux techniciens se font alors passer pour des employés d'un magasin de poulet frit, introduisant une grande promotion d'ouverture au Jong-jun crédule et persuadant. Lui pour les soutenir. Plus tard dans la nuit, Kyung-ku livre un gros sac de poulet frit et ajoute même de la bière pour rendre le Jong-jun extatique. Alors que les deux voyous festoient, du KE se faufile et commence à rechercher des preuves de leur crime. Il trouve un coffre-fort secret et fait appel au talent de Go-eun pour le résoudre. Le code du coffre-fort en moins d'une minute, Go-eun réussit à déchiffrer le code, mais le coffre-fort est vide, contenant pas d'argent ni de documents importants. La poudre saupoudrée sur le poulet frit était un sédatif, permettant à du KE de se déplacer librement sans que les deux voyous ne remarquent sa présence entre-temps, tandis que le procureur et la police recherchent frénétiquement le délinquant sexuel Cho Du-chun. Il a été envoyé par le réalisateur Jang au gangster notoire Baek-sung Mae pour la punition. Il est enfermé dans un cage sous terre, le conduisant au bord de la folie 4 ans plus tôt. Le réalisateur Jang visite la scène de crime où un corps a été retrouvé. Il aperçoit du KE dans la foule. Ses yeux se remplissaient de haine. Le meurtrier a brutalement tué la mère de du KE. Du KE voulait charger le tueur et venger sa mère, mais il a été arrêté par la police avec un pistolet paralysant. Directeur Jang a enquêté sur les antécédents de du KE et a été profondément impressionné. Il a retrouvé du KE et a proposé lui une proposition: rejoignez l'organisation Bloodbeer. Cette offre n'a pas seulement fourni à du KE un moyen de subsistance, mais aussi une chance de se venger du meurtrier, une opportunité qui l'excitait. Cette nuit-là, pendant une tempête de pluie, le réalisateur Jang emmène du KE dans sa base secrète. Il s'y prépare depuis longtemps. C'est la même pièce où ses parents ont été brutalement assassinés. Il veut mettre à exécution ce plan de vengeance avec du KE. Retour dans le présent. Le suivant. Le jour J, du KE, vêtu d'un costume élégant comme un homme d'affaires, arrive à l'usine de sauce de poisson. Entrepôt, il vérifie le coffre-fort. Mais il n'y a pas d'argent. L'argent est dans les barils de sauce de poisson.
chacun d'une valeur d'au moins 3 millions de wons. C'est là que le réalisateur Ju-chan cache son argent. Le réalisateur Ju-chan se présente et exige de savoir qui est Du Ke pour avoir osé entrer dans son entrepôt. Du Ke fait semblant d'être un client naïf qui veut acheter de la sauce de poisson. Il est alors invité au bureau. Pour boire un café affreux préparé par le réalisateur Du Ke, exprime son intérêt pour l'achat de 50 barils de sauce de poisson et verse un acompte de 30 pour accélérer la livraison en 2 jours après avoir effectué le dépôt et signant le contrat, Du Ke s'en va rapidement devant une commande aussi importante et urgente. Le directeur décide utiliser de la sauce de poisson fabriquée en Chine et la réétiqueter. Pendant ce temps, le directeur Zhang se rend à une assurance entreprise et rencontre Madame Choi Jong-suk. À la recherche de conseils sur les plans d'assurance, il lui dit qu'il est occupé et veut qu'elle le conseille dans la voiture. S'il aime le plan, il signera le contrat. Immédiatement, il réussit à la piéger pour qu'elle monte dans sa voiture. Préparée, il l'aveugle. Il l'attache. La directrice Zhang commence à exposer ses crimes, malgré ses tentatives d'explication. Finalement, il la met dans un tonneau de sauce de poisson, tout comme ce que Maria a dû endurer. Après avoir terminé sa mission, le directeur Zhang se rend dans un endroit isolé et brûle tout le show. Les affaires de Du-chun, y compris son taxi, puis il va payer le patron de la pègre, Baek Sung-mae. Pour s'occuper du show Du-chun, pour lui, il lui dit de le regarder attentivement et de se sentir libre. Pour le torturer si elle le veut. Pendant ce temps, Jong-jun se rend au port pour récupérer la sauce de poisson. Mais Du Ke, masqué, l'intercepte. Il bat Jong-jun jusqu'à ce qu'il perde connaissance et vole son camion rempli de sauce de poisson chinoise. Le lendemain, Du qui revient pour récupérer la commande, mais depuis qu'il a volé le poisson sauce, le réalisateur doit attendre Du qui leur donne un jour supplémentaire pour accoucher, les avertissant qu'ils auront payé le double du montant du contrat s'ils ne le font pas. L'officier de police corrompu, qui travaille avec le directeur de l'usine de sauce de poisson, apprend que Maria est toujours en vie. Il se met immédiatement en place. À sa recherche, il partage la bonne nouvelle avec le directeur du Chien, mais sur son chemin, il est soudain attaqué par l'énorme taxi conduit par Du Ke, entraînant un accident qui laisse l'officier inconscient. La voiture est incendiée. Le procureur Anna arrive pour enquêter, mais est appelé de retour par le procureur en chef. Jinwo, elle est réprimandée par le procureur en chef pour avoir enquêté l'affaire sans autorisation. Pendant ce temps, de retour à la compagnie de taxi Arc-en-Ciel, Maria, après avoir été secourue, on lui donne une position spéciale. Go-eun est impressionné par l'éthique de travail de Maria. Go-eun découvre accidentellement que Maria est forcée de prendre les 2 pilules de contrôle par Jong-jun tous les jours et dit à Du Ke. À ce sujet, cette nuit-là, Du Ke intercepte à nouveau le piège à sauce de poisson. Cette fois, Jong-jun réclame sauvegarde, mais les voyous sont nombreux mais manquent de qualité. Après quelques rounds de combat acharnés, Du Ke parvient à les maîtriser tous. Le directeur, maintenant affolé par la perte de sa marchandise, est extrêmement anxieux. Du Ke capture Jong-jun et l'emmène dans un entrepôt pour le punir. Il utilise un flipper pour torturer Jong-jun pour avoir abusé de Maria. Ensuite, Du Ke appelle le directeur d'une usine de sauce de poisson et exige que la livraison soit faite demain à tout prix. Désespéré, le directeur appelle Go-eun, qui se fait passer pour un fournisseur, pour racheter le poisson sauce qu'il avait précédemment perdu au profit de Du Ke. Les 2 techniciens, se faisant passer pour des livreurs, conduisaient le camion chargé de sauce de poisson jusqu'au directeur et récupéraient joyeusement le paiement. Lorsque le directeur revient à l'entrepôt, Du Ke l'attend. Il se livre un combat acharné, mais le réalisateur n'est pas à la hauteur de Du Ke. Du Ke bat impitoyablement le réalisateur, le laissant méconnaissable en utilisant les mêmes méthodes de torture qu'il utilisait sur ses victimes. Il finit par jeter le réalisateur dans un tonneau de sauce de poisson, le laissant fermenter le lendemain. Du Ke remet le directeur de l'usine de sauce de poisson à l'organisation de Crédit du Ciel pour qu'il puisse Manche. Le patron Baek propose de recruter Du Ke dans son gang, mais il refuse catégoriquement la mission. Accompli, chacun rentre joyeusement à son siège et reprend son travail quotidien. Du Ke conduit son taxi, transportant ses passagers sur différents itinéraires vers divers lieux. Il emmène également les jeunes frères et sœurs de Maria lui rendre visite, car tout s'est bien terminé. Le procureur Anna continue d'enquêter avec diligence sur le taxi de luxe qui a été enlevé. Cho Du-chun criminel, elle découvre accidentellement le numéro de plaque d'immatriculation du taxi à sa sortie. Le tunnel, elle demande à quelqu'un d'enquêter sur la voiture dès qu'elle reçoit l'information.
Elle se précipite à la compagnie de taxi Arc-en-Ciel pour s'enquérir de la voiture, cependant, la voyant se garer. La voiture est si grossière, bloquant le passage aux autres véhicules, que du KE refuse de coopérer, ce qui la rend furieuse. La tension entre les deux hommes s'intensifie au fil de leurs paroles, jusqu'à ce que le réalisateur Zhang arrive et les invite. Eux à l'intérieur pour parler, Anna demande au réalisateur Zhang le numéro de plaque d'immatriculation du taxi de luxe. Le nom enregistré est Zhang Hassan, qui est le père du réalisateur Zhang. Il ne répond pas et il prétend ignorer les biens de son père. Anna, naïf ou intentionnel, demande où. Le père du directeur Zhang est maintenant de retour au bureau. Anna est réprimandée par le procureur adjoint. Pour sa folie, en posant de telles questions, les parents du réalisateur Zhang ont été brutalement assassinés. Il y a plus de 20 ans, le procureur adjoint ordonne à Anna de trouver le directeur Zhang et de s'excuser. Convenablement plus tard, lors d'un événement caritatif organisé par la Bluebird Foundation, Anna prend l'initiative pour s'excuser auprès du réalisateur Zhang, mais il n'en garde pas rancune. Ensuite, le groupe prépare la nourriture et se dirige vers la distribution. Malheureusement pour Anna, elle doit monter dans la même voiture que du KE. Et Alesi, sachant l'insulte de Anna envers le directeur Zhang, il ignore tout au long du trajet. Ce soir-là, après l'événement caritatif, Go-eun se rend chez du KE pour le dîner. Elle est assez surprise par ses talents de cuisinier, il est beau et talentueux, ce qui la rend amoureuse. Pendant ce temps, dans une pièce exiguë, un jeune étudiant est en ligne, à la recherche de moyens de mourir rapidement et sans douleur. À ce moment-là, une carte de visite de taxi Arc-en-Ciel apparaît, faisant fondre le garçon en larmes. Il est victime de harcèlement sur le chemin de l'école avec une jambe cassée, il voit les intimidateurs et commence. Paniqué, faire demi-tour et rentrer chez soi, il se rend dans la boutique de sa mère, où elle est sourde-muette. Femme qui vend du poisson au marché, un client la méprise, mais elle sourit vivement et remercie. Le client avec une pancarte qui dit « Merci » ne pouvant plus le supporter, l'étudiant appelle taxi Arc-en-Ciel pour obtenir de l'aide. Le directeur Zhang reçoit la demande et prépare une enveloppe avec une pièce de monnaie. Activé le service, l'équipe de taxi Arc-en-Ciel se rassemble à leur base secrète et du KE prend en mission pour récupérer le prochain client. Le taxi de luxe arrive pour venir chercher l'étudiant. Le garçon, nommé Park Jun-minute, est un nouvel élève. Il attire rapidement l'attention des intimidateurs et devient leur cible. Jun-min est brutalement battu sur le toit par les intimidateurs et est incapable de se défendre. Il rapporte l'incident à son professeur, mais celui-ci l'ignore. Dire que c'est juste un geste amical parce qu'ils sont proches dehors, les intimidateurs invitent Jun-min au karaoké pour lui remonter le moral. C'est censé lui remonter le moral, mais l'intimidation continue en route. De retour, les intimidateurs mettent en scène un accident de voiture, ce qui fait que Jun-minute lui casse les jambes pour qu'il puisse réclamer l'argent de l'assurance. Ne pouvant plus le supporter, Jun-min se rend au commissariat pour dénoncer le intimidation, mais la police rejette la responsabilité sur l'école. Quand il rentre chez lui, il est choqué de trouver les 3 intimidateurs chez lui en train de manger et d'insulter sa mère. La colère de Jun-min tourne. Avoir peur. Le lendemain matin, le directeur convoque une réunion pour résoudre la situation. Le père de le meneur, Seung-ta, est un homme puissant et riche, donc le principal blâme Jun-minute, le forçant d'admettre que ce n'était qu'un accident. La mère et le fils ne peuvent que l'endurer en larmes. Alors que les intimidateurs offrent de fausses excuses plus tard dans le taxi, Dookie donne une enveloppe à Jun-min contenant quelque chose qui changera sa vie pour toujours. En suivant les instructions, Jun-min va à une salle d'arcade et s'approche de la machine de jeu du chauffeur de taxi. Il utilise la pièce et commence le jeu. Le jeu présente des choix de punition et de pardon, se souvenir de l'intimidation et l'humiliation qu'il a subie. Jun-minute choisit la punition cette première fois. L'équipe de Rainbow Taxi doit faire face à avec un groupe d'étudiants. Go-eun commence à énumérer toutes les personnes impliquées dans l'opération. Avec Seung-ta étant le plus coupable après mûre réflexion, l'équipe passe à l'action. La première cible est l'enseignant principal. Dookie le trompe pour qu'il consomme un repas contenant des laxatifs, entraînant une diarrhée sévère et l'obligeant à prendre un congé prolongé en raison d'une gastro-entérite. Dookie joue ensuite le rôle d'enseignant suppléant pour la classe. En apprenant qu'il enseignera les mathématiques, Dookie semble un peu hésitant. Dans son premier cours, l'étudiant rebelle Seung-ta affiche une attitude irrespectueuse et, avec ses 2 complices, il sort de la salle de classe pendant les pauses. Le trio il cherche un Dookie et essaie de l'intimider, allant même jusqu'à lui voler son portefeuille. Cependant,
Dookie. Il rit en partant parce que tout cela fait partie de son plan. Lui et Go-eun ont déjà enquêté. Le parcours de Sung-ta, ses parents, sont de riches dirigeants d'entreprise qui ont généreusement fait des dons. À l'école, ce qui les rend très respectés, ses enfants, bien que mineurs, fument déjà. Et le trafic de drogue, ils incitent une femme âgée à acheter des cigarettes pour eux, en leur promettant de acheter toute sa ferraille quand elle revient. Ils ne lui donnent qu'un bol de nouilles à moitié mangé. Partir, le trio se rend dans une boîte de nuit, danse avec des filles et dépense l'argent qu'ils ont extorqué Dookie. Il les suit secrètement et enregistre toute la scène. Comme preuve, Sung-ta est également lié à un patron de la pègre qui protège la boîte de nuit et lui verse une part de l'argent extorqué. Au club, Dookie rencontre le patron vélo. Elle essaie obstinément de le recruter, mais il l'ignore. Pendant ce temps, le réalisateur Jang imprime un dossier crucial contenant toutes les preuves du poisson, les crimes du groupe d'usine de sauce, et l'envoie sans tâche à Anna au bureau du procureur. Anna, avec ses collègues, se rend immédiatement sur la scène du crime. Le policier qui était de connivence avec le groupe a été arrêté, mais ses complices ont disparu sans laisser de traces. La scène se déplace vers l'école. Dans les toilettes, les trois intimidateurs extorquent de l'argent à un autre étudiant. Heureusement, Doob Kang arrive et sauve l'élève, ce qui rend les intimidateurs furieux. Ils complotaient secrètement pour vous venger de lui cette nuit-là. Chez Sung-ta, il prévoit de se venger. Dookie, pour son tour, audacieux. Le lendemain matin, l'un des membres du groupe envoie un message à Dookie, lui demandant de se rencontrer à la bibliothèque. Un autre intimidateur met secrètement des magazines pour adultes dans le sac de Dookie. À la bibliothèque, Sung-ta menace un camarade de classe, Iso, de faire ce qu'il exige ou d'affronter la conséquence. Quand Dookie arrive à la bibliothèque, il appelle, mais il n'y a personne autour. Comme il sortit, y apparaît si soudainement, désemparée et hurlante. Elle accuse Dookie d'en profiter d'elle et prétend qu'il a des photos compromettantes d'elle dans son sac. Tous les regards sont maintenant tournés vers Dookie. Alors que Sung-ta profite joyeusement de la situation, la nouvelle parvient au directeur par le biais d'un appel de quelqu'un qui prétend être l'étudiante, bien sûr, pour une accusation aussi grave. Dookie est convoqué à la rencontre du directeur. En voyant l'air suffisant sur le visage de Sung-ta, Dookie sait qu'il est derrière. Mais il ne peut pas expliquer la situation avec des mots, alors il ne peut que suivre Sung-ta dans sa classe. Au passage, deux des autres élèves se font un clin d'œil, montrant leur confiance. Ce qui laisse Dookie et le directeur confus. La situation prend un virage à 180 degrés en raison de la attitude confiante. Le proviseur demande qui est Sung-ta et où se trouve son sac. Dookie le fait remarquer. Et le proviseur va le fouiller étonnamment. Les photos que les intimidateurs, se faisant passer pour des intellectuels, tous sont dans leur propre sac. Ils sont décontenancés car ils mettent clairement les photos dans le sac de Dookie. Étrangement, elle balbutie et dit qu'un insecte a volé dans sa chemise. Cela envoie le meneur, Sung-ta, dans une frénésie. Avant d'entrer dans la bibliothèque, Dookie a placé un appareil d'enregistrement sur le bureau de l'enseignant. Cela a permis à Go-eun, le hacker, de tout voir et d'élaborer un plan pour renverser la situation. Elle descend de la voiture, enfile un uniforme scolaire et entre dans l'école. Elle se dirige vers le bureau de Dookie. Il sort le magazine de son sac, se rend dans la salle de classe et le met dans le sac de Sung-ta. Le plan gagnant d'Aplongan, renversant les rôles, est exécuté sans faute. Dookie, bien sûr, fait semblant de pleurer, avec une performance très convaincante. Le meneur et ses deux les complices sont furieux. Ils traînent l'un des membres de leur gang dehors et le battent. Pensant qu'il les avait trompés cependant, l'histoire n'est pas encore terminée. Après l'école, comme les trois les brutes sortent, elles voient le vieil homme qui leur avait vendu des cigarettes plutôt être fouillé par le police. En voyant la drogue du vieil homme, la police lui demande s'il en a vendu à quelqu'un. Le vieil homme pointe du doigt aux trois garçons. Les trois gangsters sont terrifiés et s'enfuient, mais en réalité, c'est juste un autre plan orchestré par Dookie et son équipe. Les trois courent jusqu'à la lisière de la forêt. Terrifiés, ils doivent se débarrasser des cigarettes qu'ils avaient achetées plus tôt au vieil homme parce qu'ils peur d'aller en prison si la police les trouve. Après s'être mis d'accord sur une histoire, ils creusent un trou et enterrent tout. Les cigarettes qu'ils ont achetées ce matin-là, ils ne savent pas que Dookie ne fait que jouer avec eux. Et le vrai drame n'a pas encore été dévoilé. Furieux de leur défaite, Sung-ta entre dans la salle de classé. Il crie à ses camarades de classe, leur disant qu'il ferait mieux de faire attention aux nouveaux professeurs ou sinon. Il dit que s'ils agissent, ils se feront battre par la règle de la main droite plus tard. Dookie entre dans la classe pour
Voir Sung Ta en jouant à des jeux, Dookie lui rappelle de faire attention, mais Sung Ta se moque et dit « Ils seront bientôt voisins parce que son contrat se termine, puis il s'approche délibérément et défie Dookie de le frapper, disant que s'il a la tête brûlée, il peut continuer l'autre. Les camarades de classe sortent leur téléphone pour filmer Dookie sourit et dit qu'il n'enseignera pas aujourd'hui, il va. Montrez-leur plutôt une vidéo éducative, puis le spectacle commence. Dookie diffuse une vidéo montrant-le. 3 brutes creusent frénétiquement un trou pour enterrer la drogue, ce n'est que lorsque le visage de Sung Ta apparaît. Anxiété fait semblant d'être surpris et éteint rapidement l'écran, disant qu'il a joué. La mauvaise vidéo comme prévu, après l'école, les 3 confrontent immédiatement Dookie, lui demandant comment il. J'ai eu la vidéo. Dookie explique calmement qu'il aime la vue sur la montagne derrière l'école. Et il l'enregistrait, puis il ajoute qu'il devrait être bon, et sans souci parce qu'il ne l'est pas. Je vais déterrer les objets enterrés et les signaler à la police, c'est leur petit secret. Et il part avec un sourire aux lèvres, effrayé par leur exposition. Les 3 retournent à la montagne et creusent frénétiquement pour trouver les cigarettes qu'ils ont enterrées. Dookie les observe à travers des jumelles et a appelé Ta, disant qu'il avait signalé ce qu'il cherchait à la police s'il ne mentionne pas leur nom. Pour qu'ils ne s'inquiètent pas, il les avertit en plaisantant de ne pas retourner creuser où ils seront. Attrapé, Sung Ta est furieux d'être déjoué. Pour évacuer sa frustration, il se rend dans un cybercafé. Les 3 sont anxieux, mais ils lisent ensuite un article de presse sur un célèbre rappeur condamné à 5 ans de prison pour possession de drogue. Cela les inquiète encore plus, se sentir piégés. Chanter Ta appelle le patron du jeu pour s'occuper de l'enseignant remplaçant. Il s'attend à un retour paisible chez lui. Mais de manière inattendue, il trouve Dookie en train de jouer aux échecs avec son père. Sung Ta est stupéfait après. Jouant aux échecs, Dookie emmène Sung Ta dans sa chambre pour une conversation privée. Il n'hésite pas. Demander à chacun d'eux 1 million de wons parce qu'il en a besoin, puis il évoque l'incident de drogue. Encore pensant que c'est leur chance de se venger, Sung Ta est d'accord et dit même qu'il donnera le. L'enseignant a gagné 5 millions, mais il choisira le moment et le lieu le lendemain. Dookie se rend à la lieu de rendez-vous pour collecter l'argent. Un groupe de voyous apparaît avec l'intention de nuire à Dookie, mais il est préparé et les démonte rapidement. Sung Ta attrape une chaise pour l'attaquer, mais il hésite quand il voit Dookie s'approcher. Dookie donne un coup de pied à Sung Ta depuis le dernier étage, provoquant la panique chez les 2 autres. Les 2 autres étudiants s'agenouillent et implorent la pitié. Ils se rendent alors volontairement à la police station et avouent leur crime, y compris une déclaration détaillant tout ce qu'ils ont fait. Ils répètent qu'ils méritent d'être en prison et qu'ils veulent transférer les écoles. L'officier de police il est déconcerté alors qu'ils avouent tout avant même qu'ils ne demandent. Quant à Sung Ta, il est emmené dans une boulangerie. Et réveillé par Dookie, il s'avère que pendant que Dookie les informait de la situation, les 2 autres membres de l'équipe de Taxi Arc-en-Ciel étaient là, gonflant un airbag là où chantait Ta voulait tomber pour assurer sa sécurité. Dookie révèle alors sa véritable identité à Sung Ta, en disant tous les. Le pain devant lui est un régal de Jungmin. Il dit à Sung Ta qu'il devra payer pour tout. Le pain qu'il ne peut pas manger aujourd'hui parce qu'il a profité de Jungmin trop de fois, c'est l'heure. Pour faire amende honorable, c'est un spectacle satisfaisant pour tout le monde, non? Qui a encore besoin de se faire respecter? L'anneau chanté. Ta mange le pain avec voracité et s'excuse à plusieurs reprises, promettant de ne pas le faire. Récidive Dookie sait qu'il vient d'une famille riche, mais pour éviter de Sung Ta prétendre qu'il ne le fait pas. Avoir l'argent, dit Dookie qu'il a soigneusement préparé un emploi à temps partiel pour lui en dehors de l'école. S'il travaille dur, il peut rembourser sa dette avant de s'engager dans l'armée. Chanter des cris et des sanglots. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à manger. C'est vraiment un cas où les méchants sont punis par les méchants. Après son départ, Dookie rencontre Jungmin et imprime un billet de plus de 3 millions de wons. Il le lui tendit. L'étudiant demande si ce n'est pas gratuit, car Dookie avait promis de l'aider. Dookie répond que dans la vie, rien n'est gratuit à part l'eau de pluie et les excréments d'oiseaux. Il a ensuite dit à Jungmin de rembourser progressivement chaque mois. En réalité, il s'agit d'un plan pour que Dookie aider Jungmin à l'avenir. C'est ce que le réalisateur Jang a arrangé pendant ce temps. Le réalisateur Jang rend visite à la mère sourde-muette de Jungmin. Il lui dit qu'il gère un fonds de bourse d'études et que Jungmin a reçu une bourse d'ici à ce que Jungmin obtienne son diplôme universitaire. Le fonds couvrira ses frais de scolarité et autres dépenses. Submergées de bonheur, la mère hoche la tête et remercie le directeur. Jang, avec des larmes dans les yeux, Dookie informe son équipe qu'ils ont réussi à
Mission cette nuit-là, il rencontre le procureur Anna et l'officier de police Jin-woo pour dîner avec. Directeur Jang, il discute des affaires en cours cependant. Alors qu'il quitte le restaurant, Dookie s'évanouit. Il entend le bruit de la construction à proximité dans l'ambulance. Anna l'emmène à l'hôpital. Et remarque les nombreuses cicatrices sur le corps de Dookie. Elle est curieuse de connaître ses antécédents le sont de là. L'équipement de construction déclenche la mémoire de Dookie. Il se souvient d'avoir visité sa maison et d'avoir trouvé son mère assassinée. Dookie se retrouve à l'hôpital avec le réalisateur Jang à ses côtés. Go-eun, inquiet pour lui. Il est également venu le voir en apprenant qu'ils sont sortis manger tous les deux. Elle les gronde. Le réalisateur Jang pour avoir sorti Dookie alors que les deux écoutent tranquillement avec peur la scène se déplace vers. Procureur Anna, elle est en charge de l'affaire du taxi de luxe qui a récemment kidnappé le criminel libéré. Après avoir visionné les images de sécurité, elle demande à son collègue d'émettre un mandat. Pour le véhicule, les mouvements des personnes dans le taxi sont très secrets le lendemain. Un collègue vient dire à Anna que la vidéo récupérée des images supprimées sera bientôt prête. De nouveaux cas sont introduits et les deux hommes continuent de lutter contre la criminalité comme d'habitude. Une affaire impliquant un jeune. Un homme nommé Seo Minute, qui a été agressé par le président Park Yang-jin, attire son attention. Son collègue lui dit que le président Park possède la plus grande société de stockage de données en ligne du pays. Sachant que cette affaire doit être résolue rapidement, Anna organise une réunion avec le plaignant en tant que dès que possible pour entendre son histoire. Pour en revenir au réalisateur Jang, il rend régulièrement visite aux criminels. Dans la prison privée qu'il possède, Cho Do-shin, qui y est emprisonné, ne montre aucun remords et ne conteste pas. Le directeur Jang, disant que lorsqu'il sortira, il s'assurera que le nom du directeur ne soit mémorisé que sur une pierre tombale. Le réalisateur Jang, qui ne se laisse pas facilement décourager, lit calmement quelques informations sur Cho Do-chun. Sa fille a menti à tout le monde et a dit qu'il était mort, indiquant qu'elle ne voulait pas être associée à lui et ne se soucie pas de sa vie. Deuxièmement, le réalisateur Jang révèle l'endroit où se trouve actuellement sa fille, son mariage et ses enfants. Cette information est complètement recroquevillée. Le Cho Do-chun, autrefois impétueux, il supplie le réalisateur Jang de ne pas faire de mal à ses enfants et petits-enfants. Il ressemble moins à un tigre vicieux qu'à un chaton inoffensif. Son Mae regarde à travers la caméra et sent que ceux qui y sont enfermés méritent leur sort. Pour ce qu'ils ont fait le lendemain, le procureur Anna rencontre Seo Min et commence à prendre sa déclaration sur les accusations qu'il fait. Mais de retour à son bureau, Anna reçoit news que le plaignant s'est retiré de sa poursuite, citant un règlement entre les deux parties. Anna sait que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Quelque chose doit se passer, soit le demandeur Seo Minute est menacé ou il y a quelque chose d'autre sur lequel elle doit enquêter. Mais l'officier de police Jin-woo l'interdit, déchirant même le dossier. Il dit que les cas qui sont fermés doivent être laissés tranquilles. Elle doit concentrer ses talents sur les bons cas. Alors que Anna sort, le réalisateur Jang entre en voyant le dossier. Il est curieux et jette un coup d'œil. Anna est frustrée et annonce qu'elle veut démissionner. Son collègue tente de l'arrêter, lui conseille de rester calme. Anna se calme, disant qu'elle a besoin de faire refroidir une glace. En bas, au même moment, le réalisateur Jang appelle Do-kai et lui remet le dossier. Il dit qu'il pense cela. L'affaire doit être résolue. Do, qui peut décider de le prendre en charge ou non. Do, qui réalise quelle est sa prochaine mission: éliminer le mal. C'est le travail du taxi arc-en-ciel. Équipe. L'enregistrement comprend l'histoire du jeune homme sur le fait qu'il a commencé son travail et les événements qui ont. C'est arrivé alors qu'il y travaillait. Le PDG ONG Min, lors de son premier jour à Udada, est tellement fatigué qu'il s'endort et manque de se faire virer par l'assistant du président. Mais alors le président Park apparaît, agissant comme un dieu, et ONG Minute pense qu'il est une personne attentionnée qui traite bien ses employés. Cependant, après y avoir travaillé pendant longtemps, il commence à se rendre compte que le président et les gens autour de lui sont une bande de cinglés qui aiment la violence pour se divertir. Pour suivre le rythme, tous les employés, y compris le PDG ONG Min, doivent se conformer aux exigences bizarres d'eux. Le président et son équipe dans un cas, alors qu'ils travaillent, le président Park s'approche du PDG ONG Min. Avec une expression de colère, il le réprimande pour avoir écrit une lettre d'excuse à un client après une erreur de service. Il pense qu'ONG Min a osé s'excuser en son nom et lui en veut. Lui ne supportant plus longtemps ce genre d'environnement de travail, ONG Min décide de démissionner. Il préfère faire un autre travail, même s'il est moins bien rémunéré,
que de vivre dans cette situation misérable, il lit aussi beaucoup de commentaires en ligne accusant Udada d'actes répréhensibles. Il rédige même un commentaire critiquant le cruel président. Mais après avoir entendu la voix de sa femme, il décide de la supprimer par souci pour sa famille. Cependant, parce qu'il est déjà du mauvais côté du président, un soir, alors Ko Jae-min revient du supermarché, les hommes de main du président Park Hyung-jin apparaissent et le traînent dans un maison et commencent à filmer et à prendre des photos pendant que le président le bête. Le président dit qu'il connaît le commentaire en ligne prévu d'ONG Minute, comptant même les mots, il y a 15 mots au total. Le président prétend être fatigué, alors il comptera 3 coups de poing pour chaque mot afin de remercier le client. 15 multiplié par 3 fait 45 coups de poing, et il appelle cela un merci. Quel vieux ridicule. Chaque coup atterrit sur ONG Min jusqu'à ce qu'il s'effondre, mais cela ne s'arrête pas là, il torture sans pitié. Lui, le lendemain, la procureure Anna et son collègue se rendent au domicile d'ONG Min pour enquêter. L'affaire, il décide d'agir contre l'injustice et de s'occuper eux-mêmes de l'affaire, mais les voisins. Ko Jae-minute et sa femme sont à l'hôpital, ils ont entendu dire qu'il avait été battu. Anna demande le numéro de téléphone de sa femme et se rend à l'hôpital pour le surveiller et enquêter. Dokae, ayant appris à propos de la situation, arrive à l'avance. Il part quand Anna arrive. Anna pose des questions sur l'état de la victime, puis appelle sa femme pour parler. Elle apprend que son mari est tombé d'un pont. La raison est inconnue. En larmes, elle raconte à Anna les abus que son mari a subis dans son travail. Chez Udata, elle ne croit pas qu'il ait sauté du pont pendant ce temps. Dokae se dirige vers le pont et trouve la victime pour enquêter. De retour à la base, Dokae dit qu'après avoir observé la scène, il pense que la balustrade du pont est trop haute pour qu'ONG Minute soit tombé tout seul. Il y croit. De nombreux secrets sont cachés dans Udata pour les découvrir. Ils ont besoin de quelqu'un pour infiltrer l'entreprise. Le plan est établi. Dokae se fait passer pour un ingénieur d'aide revenant des États-Unis et postule pour un emploi dans l'entreprise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi leur entreprise compte tenu de ses réalisations, il aurait pu obtenir un emploi dans une plus grande entreprise. Dokae hésite un peu parce que Go-eun exagéré ses qualifications. Il dit ensuite que du lycée à l'université aux États-Unis, il était toujours le premier de sa classe, c'est pourquoi il choisit toujours de travailler dans les meilleures entreprises. Quand il rentre en Corée, cette réponse crédible, combinée à son apparence professionnelle, cela lui vaut rapidement une bonne position dans l'entreprise. Il promet de gagner la confiance des 3 excentriques gestionnaires. Au même moment, après une enquête plus approfondie, le procureur Anna apprend qu'un ancien employé avait déjà poursuivi l'entreprise, mais s'était retiré de la poursuite peu de temps après. Il a également proposé, dans un endroit éloigné, loin de l'entreprise malgré la tempête, la procureure Anna et son collègue au village de pêcheurs où ils séjournent pour se battre. Cependant, lorsqu'Anna se présente comme le procureur de Séoul et l'interroge sur le président Park, l'homme prend peur et dit qu'il ne sait pas rien. Il s'enfuit et les chasse. Ils n'ont d'autre choix que de reprendre le train. Leur effort gaspillé pour y parvenir, elle et son collègue décident de se faire passer pour des journalistes pour interviewer le président. Pour le bien de leur enquête, cependant, ils sont démentis par le gérant aux cheveux roux. Par coïncidence, en partant, ils rencontrent Dokae, qui travaille. Il est surpris de voir. Il leur dit qu'il a quitté son emploi avec le réalisateur Jang pour des raisons personnelles et que c'est son premier jour dans cette entreprise. Le procureur essaie d'inviter Dokae à manger avec elle pour qu'elle puisse demander son aide, mais il refuse poliment, disant qu'il est occupé à déjeuner avec ses nouveaux collègues. Néanmoins, Anna est heureuse d'avoir trouvé un contact travaillant dans l'entreprise sur laquelle elle enquête. Pendant ce temps, Go-eun surveille de près chacun des mouvements de Dokae, semblant un peu jaloux quand tout le monde est distrait. Dokae se faufile dans le service de planification stratégique pour jeter un coup d'œil. Mais le gérant aux cheveux roux le repère heureusement, étant un nouvel employé, le manager suppose qu'il est au mauvais endroit dans la salle de gestion de l'équipement de l'entreprise. Faites en sorte que KE branche un câble pour connectez-vous au système, ce qui vous permettra de voir toutes les caméras de sécurité de l'entreprise. Elle essaie de accéder au service de planification stratégique de l'entreprise, mais ne pouvait pas. Elle explique à Dokae que le service de planification est interdit et les données confidentielles y sont probablement stockées. Dokae sort à leur rencontre et leur dit qu'il va essayer d'être transféré à elle. Service de planification, il aura besoin de l'aide de Go-eun pour pirater le système de l'entreprise à son retour à
Au travail, l'ensemble du réseau de l'entreprise fonctionne mal. Frustrant le gestionnaire, il rapporte l'attaque. Sur le pare-feu de l'entreprise au président du parc, il dit qu'il faudra une semaine pour le réparer, c'est la chance de Do Ka-e. Il affirme qu'il peut éliminer le virus en 1 minute, il le prouve devant le président parc. Pour montrer qu'il est sérieux avec l'aide de Go-eun, le pare-feu est rapidement rétabli, ils ne savent pas que l'incident a été orchestré par l'équipe de Do Ka-e président parc, soulagé d'être sauvé d'eux. Ce désastre demande joyeusement à Do Ka-e qui il est et de quel département il vient en apprenant son identité. Le président est fou de joie et donne instruction à quelqu'un d'apporter à lui une grosse récompense mais ne. Ka-e dit que ce qu'il veut, c'est contribuer au lieu d'argent. Il demande au président de lui permettre de travailler au sein du département de planification stratégique. Il pense que cela lui sera accordé après avoir sauvegardé l'entreprise est prévenue d'un désastre. Mais le président rejette sa demande, le président lui demande de prendre le récompenser et louer son intérêt. Même Go-eun est déconcerté par une décision aussi intelligente. A été rejeté pendant ce temps, le procureur Han-na reçoit un appel de la femme d'O-min, disant que un collègue qui s'est enfui veut la voir. Lors de sa rencontre avec Han-na, il lui raconte ses expériences. En tant qu'employé de data, il dit qu'il a travaillé pour le département de planification stratégique, le cœur de les opérations et les bénéfices de l'entreprise. Leur travail consistait à télécharger des séquences inappropriées filmées secrètement sur les réseaux sociaux. Au même moment, Cho Do-shin, qui était sur le point d'être à nouveau torturé, parvient à échapper. Le patron Sun Ma-ae est furieux et ordonne à ses hommes de le ramener le lendemain matin. Le président ordonne à son homme de main d'enquêter sur Do Ka-e. L'homme de main enquête et fait son rapport au président. Le manager aux cheveux roux dit au président que Do Ka-e a une longue histoire de fraude. Escroquerie marketing à plusieurs niveaux aux États-Unis. En entendant cela, le président est ravi, c'est la personne. Il cherchait, il passe devant Do Ka-e et lui dit de passer à la planification stratégique. Département comme prévu, Do Ka-e emballe avec enthousiasme ses affaires et se dirige vers le service de planification. Pendant ce temps, le directeur Jang étudie le dossier d'enquête de l'employé Au-minute, qui a poursuivi le président, parce qu'il découvre quelque chose et appelle Go-eun, mais elle la quitte. Téléphone dans la poche de sa veste, le directeur Jang contacte les 2 autres membres de l'équipe et leur dit. Pour le retrouver, elle essaie d'accéder rapidement au serveur d'Udado. Do Ka-e sort la carte mémoire et le branche sur un ordinateur. Go-eun a accès à la collection secrète de l'entreprise curieuse. Elle vérifie la vidéo la plus vendue, elle fond en larmes parce que c'est une vidéo révélatrice de sa propre vidéo. Grande sœur, les 2 employés arrivent à la voiture et trouvent l'ordinateur détruit. Go-eun a disparu. Do Ka-e est venu appeler Go-eun, mais il n'y a pas eu de réponse. La directrice savait qu'elle était chez elle. Il est donc allé la trouver, mais elle ne voulait voir personne et s'est enfermée dans sa chambre. Il essaya de l'appeler pour la réconforter, mais seul le silence emplissait l'espace à l'extérieur. Do Ka-e avait aussi arrivé à la maison de Go-eun, mais le directeur lui a dit de le laisser se calmer. Il croyait à Go-eun. C'était une fille forte et elle se lèverait et apparaîtrait bientôt devant eux. La priorité était maintenant de traiter avec la sale entreprise et ses vidéos scandaleuses. Han-na se rendit au bureau du chef de la police avec sa lettre de démission, affirmant son désir d'enquêter sur le cas du président Park. Reconnaissant sa détermination, le chef a approuvé sa demande, rendant Han-na heureux et reconnaissant Do Ka-e est revenu pour aller travailler, seulement pour être frappé à la tête par le manager brutal pour être parti sans permission. Le directeur a ensuite emmené Do Ka-e à une fête avec le président Park et les employés de la stratégie. Département là, il a vu un ancien employé agenouillé sur le sol. Le président Park lui criait dessus en disant « Je t'ai dit de rester caché, pourquoi es-tu ici ?» L'employé a dit qu'il était venu à l'hôpital pour rendre visite à ONG Min. Le président lui a alors donné des coups de pied et l'a averti de rester sur place, promettant de le laisser vivre. À ce moment-là, un homme à lunettes est entré avec un jeune homme masqué. L'homme à lunettes était un fournisseur des vidéos divulguées à Udado. Le président Park était curieux de savoir pourquoi la vidéo mettant en vedette le collège La Reine de Beauté, qui s'est vendue massivement, n'est pas sortie. Le gérant direct a expliqué que les médias avaient trop parlé du suicide de la jeune fille, ils ont donc décidé de ne pas publier la vidéo. Cela a mis en colère le président Park, qui a dit qu'il devrait le publier encore plus à cause des médias. Couverture, car cela attirait plus d'attention. Ces animaux n'épargnent personne, murmura-t-il. Ensuite, le manager brutal a présenté l'homme masqué comme le réalisateur de la vidéo de plus en plus populaire.
Dookie était furieux, mais il dut retenir sa colère. L'homme masqué informa le président Park qu'il ferait une vidéo encore plus chaude aujourd'hui. Le président Park était ravi et a donné des instructions. Le manager émoussé de les suivre pour obtenir la vidéo. Pour éviter que cela ne se produise, Dookie a informé son deux coéquipiers à l'extérieur pour ne pas perdre de vue l'homme au pantalon bleu, puis Dookie a immédiatement conduit un taxi jusqu'à l'endroit pour rencontrer ses coéquipiers qui regardaient déjà à l'intérieur. L'homme en bleu Pan forçait une fille à porter une tenue révélatrice pour filmer lorsque la fille a refusé, croyant qu'elle était là, pour une publicité de vêtements normales. L'ex-petit ami de la sœur de Go-eun a menacé de envoyer-lui des photos chaudes à toute sa famille et à ses amis. En entendant cela, la fille à contre-cœur a accepté de jouer les scènes provocantes. Dookie, déguisé en livreur, entra dans le bâtiment. Il a immédiatement assommé le garde, tandis que les deux coéquipiers de l'équipe de taxi sont entrés discrètement par la porte arrière pour sauver la malheureuse fille. Dookie a continué à abattre les voyous un par un, battant finalement l'homme en pantalon bleu suivi de l'ex-petit ami de Go. La sœur d'Eun. Juste à ce moment-là, le directeur émoussé est apparu. Apercevant Dookie, il tendit prudemment la main pour un appareil photo, mais Dookie a attrapé un support de caméra et l'a balancé directement dans son visage, le faisant tomber dans les pommes. Pendant ce temps, le président Park était furieux, incapable de joindre le coloré gestionnaire. Cependant, il n'a pas pu retarder le téléchargement de la vidéo. Il a ordonné aux gens dans la stratégie département pour publier les vidéos pornographiques. Dookie est arrivé, voyant tout le monde se préparer à télécharger le vidéo. Se souvenant des instructions du directeur, il s'assit devant l'ordinateur et fit semblant de travailler. Puis a commencé à perturber le système. Il pensait que tout serait annulé, mais ce n'est pas le cas. Dookie a été surpris lorsque le système a été restauré et que les vidéos ont continué à être téléchargées. Il était clair que sans Go-eun, il était difficile de résoudre les choses en douceur. À ce moment-là, Aena est arrivé à l'improviste avec un mandat de perquisition, mais après une recherche approfondie, ils n'ont rien trouvé, ce qui leur a causé une grande frustration. La société Udaba avait caché ses fichiers de données malveillants en toute sécurité. Incapable de trouver quoi que ce soit, le procureur Anna est allé à la rencontre du ancien employé pour demander où il stockait les données d'origine. L'homme aux cheveux roux était présent. Et j'ai été témoin de tout. Il a immédiatement appelé le président Park pour l'informer de la situation. Le président Park était inquiet et a appelé l'employé, promettant d'envoyer une voiture pour le récupérer. Sachant qu'il avait des ennuis, l'employé a dit à Anna qu'il les suivrait comme un pas pour l'aider. Dookie suivait la voiture de l'homme aux cheveux roux avec la voiture du procureur Anna juste derrière. La voiture cabossée de l'équipe de taxi Arc-en-Ciel suivait, à distance. Les deux hommes dans la voiture cabossée l'ont remarqué. Deux autres véhicules et un Dookie a informé. Il leur a dit de conduire en avant pendant qu'il s'occupait des choses là-bas. Il a accéléré, dépassant les autres, puis a changé de voie pour une route secondaire. Le procureur Anna a saisi une tunnel et perte de vue de la voiture de Dookie. Quelques instants plus tard, une voiture blanche a percuté l'arrière de son véhicule. Le transformé en un gâchis mutilé. Les voitures noires et blanches ont percuté à plusieurs reprises la voiture de Anna. Le faisant tourner, Dookie est alors apparu, conduisant sa propre voiture et accélérant vers l'avant. Il a délibérément obscurci la vision du voyou, provoquant l'écrasement de la voiture blanche sur une excavatrice. Sur le bord de la route, Dookie a continué à s'occuper de la voiture blanche restante. Il alluma son. Le mode suicide de la voiture s'est inversé et a allumé ses phares, aveuglant les deux véhicules devant. Lui, Anna ne pouvait pas voir qui conduisait la voiture de Dookie. Dookie s'éloigna, laissant les deux voitures. Crash sur le chantier abandonné. L'homme aux cheveux roux sortit de sa voiture, confus. La tournure bizarre des événements, lorsqu'il a vu une voiture s'éloigner, Anne a repris conscience et a essayé de réveiller son collègue enquêteur. Pendant ce temps, Jin-won, assis dans la voiture de Dookie. Je lui ai demandé avec désinvolture s'il était du côté du président. Dookie resta silencieux, l'air dangereux. Les deux coéquipiers de Dookie sont arrivés au manoir du président et ont appelé Dookie en mentionnant quelque chose. Étrange, il craignait que Dookie n'y entre seul, mais il leur a dit de rester calme et de trouver le serveur. Dookie a ensuite emmené Jin-won dans le manoir. Les hommes du président saisirent Jin-won par le cou et je l'ai traîné à la rencontre du président. Jin-won a traité le président de gosse et a reçu un coup de poing à la tête par le président, qui a ordonné à ses hommes d'enfermer Jin. A gagné. Le président a dit à Dookie que l'étrange. Les choses se passaient depuis des jours et ses fidèles subordonnés avaient disparu. Il a ensuite conduit Dookie à un sous-sol. En ouvrant la porte, ils virent Jin-won ligoté à l'intérieur. Le président a donné à Dookie un
arbalète et lui ordonna de tirer sur l'employé traître. Il a promis de soutenir Douki et de lui faire confiance. S'il tirait, Jin gagnait. Douki prit l'arbalète, mais hésita. Le président l'a exhorté à tirer. Mais Douki a baissé l'arbalète à la place déçu. Le président a dit haut. L'homme a tiré. Jin a gagné, alors que l'homme aux cheveux roux appuyait sur la gâchette. Douki leva l'arbalète. Faisant dévier la flèche de sa trajectoire de dos, un homme a frappé Douki avec un bâton. L'assommant pendant ce temps, Go-eun pleurait misérablement dans sa chambre. Elle a alors vu le cadeau que Douki lui avait fait. Elle se souvint des souvenirs qu'ils avaient partagés tout en se remémorant. Go-eun a reçu un message urgent du service de taxi Arc-en-Ciel. Douki était détenu. Captif, le coéquipier aux cheveux bouclés essayait désespérément de contacter Douki pour prendre de ses nouvelles. Douki. Il a repris conscience et a demandé si les deux ingénieurs avaient trouvé le serveur. Les ingénieurs a répondu que si le serveur était là, il devrait y avoir une grande unité de condensation de climatiseurs. Mais ils n'en ont trouvé aucun. Douki leur a dit de continuer à chercher le serveur et qu'il prendre soin de lui. Le procureur général s'est rendu à l'hôpital pour vérifier que ses deux subordonnés allaient bien. Voyant l'enquêteur inconscient, il a demandé au procureur Anna ce qui s'était passé exactement. Anna a laissé entendre qu'elle et son collègue se rendaient à la maison du président lorsqu'ils ont eu un accident. Cependant, elle a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un accident normal. Elle connaissait l'informateur était en danger et voulait s'y rendre. Voyant sa détermination, le procureur général il l'a arrêté et lui a promis d'obtenir un mandat de perquisition pour la maison du président. Pendant ce temps, Go-eun à la maison du directeur Jang, elle lui a dit que s'il pouvait générer beaucoup de trafic vers les vidéos, le président tenait sa main. Il pouvait trouver l'emplacement de son serveur. Le réalisateur Jang a ensuite ouvert un coffre-fort secret et lui a donné une clé de moto. Go-eun est montée sur la moto et a été soulevée pour le sol. Elle s'est précipitée pour sauver Douki. Dans le même temps, Anna est retournée à la maison du procureur et a récupéré son matériel. Elle a ensuite conduit un groupe de policiers jusqu'à la maison du président. À l'extérieur de la maison du président, les deux membres de l'équipe de taxi Arc-en-Ciel étaient anxieux et ont décidé pour faire irruption pour sauver Douki. Ils se présentèrent devant les hommes du président et se laissèrent appréhender. Ils ont été emmenés à l'endroit où Douki était détenu. Le bouclé. Son coéquipier a rapidement placé un petit couteau sous les pieds de Douki. Il a ensuite pris le couteau et j'ai essayé de couper les cordes. Le président entra et dit à Douki qu'il savait que Douki lui avait joué des tours sur l'entreprise en l'attaquant avec un virus. Douki s'en fichait et demanda où se trouvait le mien l'était. Le président a été surpris que Douki s'intéresse à son précieux atout. Il a arraché l'étiquette du nom de Douki et l'a giflé, disant que Douki n'était plus membre de l'UDABA. Toujours furieux, le président a attrapé une batte de baseball et a frappé Douki à plusieurs reprises. À ce moment-là, Go-eun est arrivé et est monté dans la voiture cabossée de l'équipe de taxi Arc-en-Ciel pour générer une grande quantité du trafic vers le serveur du président. Elle a dû diffuser la vidéo de sa sœur. Ce faisant, elle a pleuré de manière incontrôlable mais a réussi à localiser la mine à l'intérieur. Le président a continué à frapper Douki avec sa batte, marmonnant qui était vraiment. Lorsque Douki l'a de nouveau interrogé sur le emplacement de la mine, le président est devenu encore plus furieux et a pointé la chauve-souris sur sa gorge. Après une série d'attaques incessantes, le président finit par se lasser. Douki a entendu Go-eun annonce qu'elle a trouvé la mine. Elle voulait qu'il l'élimine complètement pour que sa sœur n'aurait plus à souffrir. Douki a réussi à se libérer de ses entraves. Alors que le président était sur le point de le frapper à nouveau, Douki a riposté, le faisant saigner. Il a donné le couteau à son coéquipier et ramassa un halter, prêt à affronter les voyous un par un. Il écrasa l'homme aux cheveux roux, même s'il implorait la pitié à l'intérieur. L'homme aux cheveux bouclés. Après avoir été libéré, il a reçu un appel téléphonique. La personne à l'autre bout s'est identifiée comme un procureur du bureau du procureur. Ils ont informé l'homme aux cheveux bouclés qu'il était impliqué dans les crimes financiers. L'homme aux cheveux bouclés était paniqué et a oublié de s'échapper. Le président. J'ai couru dehors et j'ai reçu une notification indiquant que de nombreuses voitures de police approchaient. Douki attrapa la tête de l'homme aux cheveux roux et l'a jeté dehors, faisant tomber le président de peur. Douki. J'ai reçu un message de Go-eun disant que la mine se trouvait à l'intérieur d'un poulailler déguisé. Les voyous armés avec des armes à feu sont sortis mais ont été éliminés par Douki. Le président a conduit sa moto jusqu'au poulet. Cook ferma la porte pour empêcher Douki d'entrer et dit que c'était tout son trésor. Et il ne laissait pas Douki y toucher. Il a menacé de publier toutes les vidéos s'il appuyait sur un bouton.
Et Douki ne pourrait pas les effacer. Douki était furieux et a défoncé la porte. Chargé Goin a conduit la voiture cabossée dans le poulailler, créant un passage pour Douki. Il a attrapé une arbalète et a tiré sur le président dans la main, le faisant crier de douleur. Le président l'a supplié d'appeler une ambulance, disant qu'il paierait pour tous ses crimes. Les deux membres de l'équipe de taxi Arc-en-Ciel ont ensuite apporté des explosifs et les ont placés sur le serveur. Douki et tous les membres de l'équipe de taxi Arc-en-Ciel sont partis. Il a vu de nombreuses voitures de police se diriger vers la maison du président. Le président était attaché à un arbre, mais il a réussi à se libérer. Le procureur Anna et la police sont arrivés. La police entra dans la maison et Anna demanda à un voyou où se trouvait le président. Il pointa du doigt le poulailler. Le président entra dans son esprit. Et j'ai vu beaucoup d'explosifs. Réalisant qu'il lui restait peu de temps, il a crié de désespoir. Douki lançait un compte à rebours et appuyait sur le bouton, faisant exploser tout le poulailler. En voyant Anna voler à des centaines de mètres, c'est alors que le criminel Chodochin, emprisonné à Madame Seung-min, était amené à la table d'opération pour se faire enlever une partie de sa chair. Soudain, il s'est réveillé, s'est défendu et s'est échappé. Sa première destination a été la maison du directeur Zhang. Pour se venger d'avoir été emprisonné, le réalisateur Zhang s'est défendu, mais Chodochin l'a poignardé dans l'estomac alors que Chodochin était sur le point de porter un autre coup fatal. Le secrétaire est arrivé et l'a secouru. Le secrétaire a étranglé Chodochin jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Madame Seung-min a ordonné à ses hommes de l'emmener et a appelé une ambulance pour emmener le directeur Zhang. À l'hôpital, les 4 membres de l'équipe de taxi Arc-en-Ciel sont arrivés et ont vu que le directeur Zhang avait été emmené au bloc opératoire. Jinyu, le procureur en chef, s'est rendu au domicile du président pour inspecter la scène de l'explosion. Il a trouvé la carte d'identité d'employé Udaba de Kim Douki. L'équipe de taxi Arc-en-Ciel était. En regardant les informations dans la chambre d'hôpital du directeur Zhang, ils ont appris qu'une personne non identifiée. Il avait été réduit en cendres dans l'explosion de la maison du président Douki. En entendant cela, immédiatement parti, le directeur Zhang s'est réveillé et a demandé où était Douki. L'ingénieur Park lui a dit que Douki venait de sortir. La destination de Douki était la prison de Madame Seung-min. Il est allé à Chodo, la cellule de Shin, mais le criminel avait disparu. Lorsque Madame Seung-min retourna à sa compagnie, elle trouva ses hommes allongés inconscients, couverts de blessures. Douki était assise dans le fauteuil de son président. Le secrétaire a essayé pour l'attaquer, mais Madame Seung-min l'a arrêté. Douki a remercié Madame Seung-min d'avoir permis au directeur Zhang pour atteindre la salle d'opération à temps. Il lui demanda qui avait attaqué le directeur Zhang, mais il n'a pas voulu révéler l'information, disant que beaucoup de gens voulaient se venger de lui. Elle a également mis en garde Douki que s'il touchait à nouveau ses hommes ou ses affaires, il serait invalide pour le reste de sa vie. Le procureur en chef Jinyu a rendu visite au directeur Zhang et y a vu Douki. Douki s'inclina devant lui. Et il est parti. Jinyu a demandé au directeur Zhang s'il n'avait vraiment pas vu le voleur qu'il avait poignardé la nuit avant. Le directeur Zhang a déclaré qu'il avait été trop paniqué pour voir quoi que ce soit. Jinyu demanda si Douki il avait quitté son emploi de chauffeur de taxi et lui avait montré la carte d'identité d'employé de Douki en tant qu'employé de l'Udaba. Directeur Zhang. Il a dit que Douki avait pris un congé pour chercher une nouvelle entreprise, mais qu'il ne l'aimait pas et retourné à la conduite de taxi et à la compagnie de taxi. L'ingénieur aux cheveux bouclés Choi a emprunté un morceau de papier de Go-eun et noté un numéro de compte bancaire appartenant à quelqu'un prétendant être un procureur. Ce procureur a ordonné à Choi de transférer tout son argent sur le compte qu'il venait d'avoir. Choi a volontairement transféré tout son argent sur ce compte et s'est vanté d'être ingénieur du stationnement et du départ. Qu'il avait joué un rôle majeur dans la capture des escrocs financiers Park Go-eun ont été confus par ces paroles. Le procureur Anna a rencontré la presse pour annoncer l'affaire contre Udaba. Elle a décrit les crimes de l'entreprise, notamment la production et le tournage de vidéos illégales. Et leur téléchargement sur le stockage en nuage. De nombreuses filles étaient devenues des victimes de cette entreprise. A-t-elle annoncé que tous les employés du département de stratégie de l'Udaba seraient poursuivis et que le président et 3 directeurs seraient arrêtés. Cependant, tous les 4 avaient disparu sans laisser de traces. L'enquêteur Wang n'a cessé de féliciter Anna pour les éloges qu'elle a reçus des médias. Mais elle était agacée d'être constamment privée de son succès à attraper des criminels. Elle était déterminée à découvrir qui était derrière ces événements mystérieux. Le procureur en chef Jinny Greco a rendu visite à Anna et lui a donné la carte d'identité d'employé de Douki, affirmant qu'elle avait été trouvée sur les lieux de l'explosion cette nuit-là,
le procureur Anna s'est rendue au domicile de Douki pour le rencontrer. Elle lui demanda s'il avait quitté l'UDABA, comme l'avaient fait tous les employés du département de la stratégie. Inculpé, Douki lui demanda si elle était là pour l'arrêter. Anna a dit cela parce qu'il lui avait donné information. Elle a été considérée comme une circonstance atténuante, elle voulait entrer. Posez-lui quelques questions une fois à l'intérieur. Anna a délibérément exploré tous les coins et recoins de la maison de Douki, puis elle lui a montré la carte d'identité de l'employé qui a été trouvée sur les lieux de l'explosion. Douki a dit qu'il l'avait jeté juste après avoir démissionné, il lui demanda froidement de partir. Avant de partir, Anna lui demanda s'il conduisait le taxi orange à l'extérieur. Douki hocha la tête et elle partit. Le lendemain, l'ingénieur Choi et l'ingénieur Park se sont rendus au poste de police pour signaler une escroquerie. Comme Choi avait bêtement transféré 5 millions de wons à des escrocs lorsqu'ils ont commis la fraude. Le département d'enquête s'était bondé comme un marché, rempli de gens de tous âges. Se faire arnaquer, un policier a demandé à Choi de remplir un formulaire et d'attendre lorsqu'il atteignit le. Dans le registre d'enregistrement, il a vu que chaque page était remplie d'écriture. Son numéro de tour était le 158. Il n'a eu d'autre choix que de s'inscrire sur la liste des victimes alors qu'ils rentraient chez eux. Ils ont vu une vieille dame qui avait été arnaquée d'1 million de wons, plutôt assise et en pleurs. La voyant au milieu de la route, l'ingénieur Choi est sorti en courant et l'a serrée dans ses bras. Évité de justesse un camion, la vieille dame pleurait de manière incontrôlable sur son argent perdu. De retour à la compagnie de taxi, Go n'a pas rencontré l'ingénieur Choi et a dit qu'elle avait reçu plus de 30 appels. À propos des escroqueries, ce matin-là, elle s'est demandé ce que Choi avait fait, et il s'est avéré qu'il avait pris des photos de la liste des victimes d'escroquerie au commissariat. Il a alors commencé à faire de la publicité pour le service de vengeance de Rainbow Taxi à chaque victime. Choi a ensuite rencontré le réalisateur Zhang pour faire sa présentation. Il a expliqué que les crimes poussaient en Corée comme des champignons ces derniers temps. Des années, mais la police n'a attrapé qu'environ un escroc sur 10 000. Le directeur Zhang a accepté de prendre sur l'affaire car il était toujours hospitalisé. Il a demandé à Douki de mener l'affaire comme il avait fait. Toujours en convalescence, Go-1, le pirate, a commencé à écouter les appels téléphoniques des escrocs. Douki. Il a apporté un sac d'argent à un casier de service. Selon les instructions des escrocs, un homme est arrivé. Il ouvrit le casier et prit le sac d'argent. Douki partit immédiatement pour le suivre. Il a vu l'homme mettre l'argent dans un autre casier. Un homme chauve est venu, a ouvert le casier et a pris l'argent. L'homme chauve a ensuite donné le sac d'argent à un homme à moto. Douki a suivi le motocycliste de près. Une femme au téléphone avec le motocycliste. Je l'ai entendu dire qu'il avait laissé l'argent dans la salle de bain et qu'il ne l'avait pas trouvé quand il est rentré. Douki appréhenda l'homme et l'emmena à terre. Le hacker Go-1 a retrouvé l'emplacement de la Scammer, un restaurant chinois à la périphérie de la ville. Douki regarda l'ingénieur Park et dit lui de le frapper plusieurs fois. Park était terrifié, pensant que Douki lui en attribuait un autre. Tâche dangereuse. Douki a ensuite emmené Park dans un salon de coiffure et a demandé au propriétaire de le faire paraître 10. Des années plus jeune, Choi n'avait besoin de paraître que 5 ans plus jeune. Park devint anxieux alors qu'il s'apprêtait à infiltrer le repère des escrocs. Il a prétendu être un travailleur à temps partiel à la recherche d'un emploi et a été emmené sur le chantier dans une camionnette. Le gérant a été surpris de voir que Park était. Il n'avait que 20 ans mais l'a accepté après qu'il se soit expliqué. Douki est allé au marché. J'ai acheté un manteau de fourrure. Park a été emmené au restaurant chinois pour le travail. À son arrivée, on lui a dit que le travail nécessitait une prononciation claire et une voix sincère. Lorsque quelqu'un du groupe a demandé à propos du travail, ils ont été giflés immédiatement. Park tremblait de peur. Le gérant a ensuite posé dépenser de l'argent pour motiver les travailleurs à temps partiel. Il conduisit ensuite les nouveaux employés à l'atelier. Il était numéro attribué en fonction de la liste. Après avoir reçu leur numéro, ils devaient mettre leur fougère dans une boîte. Il leur était interdit de les utiliser. Puis le propriétaire est sorti et a crié sur un employé qui a eu la pire performance de la semaine. Elle lui a dit d'aller faire du café, mais la bouilloire avait pas de poignée. Elle a dit que s'il ne pouvait même pas faire de café, elle lui couperait la main. L'employé, craignant pour sa vie, il a utilisé sa main nue pour ramasser la bouilloire bouillante à la tombée de la nuit. Le restaurant s'est transformé en un casino animé. Douki, déguisé en riche joueur, arrivé pour jouer. Lorsqu'il perdait une partie, il attrapait la main du maître du jeu et l'accusait de tricherie. Le tapis entra des voyous était sur le point de tabasser Douki, mais elle les a arrêtés. Dire que c'était les heures de bureau. Douki dit alors au maître du jeu
Je suis sûr que vous avez une balle jaune dans la main, je parie tous mes objets de valeur si cela ne suffit pas. J'ai 100 téléphones indésirables dans mon sac à dos, si vous n'avez pas de balle jaune, je vous donne tout ça. Le maître du jeu étendit sa main, et une boule jaune sortit effectivement de sa main. La dame lui a dit de ne pas venir travailler demain. L'ingénieur Park s'est caché dans la salle de bain et a appelé l'ingénieur Choi, suggérant qu'ils appellent la police pour les arrêter tous. Choi a appelé le directeur Zhang pour demander conseil, et le directeur lui a dit de ne pas le faire. Il a dit que s'ils appelaient la police, ils ne pourraient pas récupérer leur argent, et les victimes n'auraient pas l'argent pour embaucher des avocats pour les poursuivre en justice. Il leur a dit de suivre les instructions de Dookie. Le procureur Hena s'est rendu. La compagnie de taxi Orange où Dookie a travaillé pour enquêter. Elle a appris que Dookie et ses des amis proches avaient tous pris congé. Alors qu'elle partait, elle a rencontré l'ingénieur Choi avec son cheveux longs inhabituels. Hena lui demanda s'il avait aussi pris congé avec Dookie. Choi a dit qu'il ne l'avait pas fait. Puis a rapidement couru au bureau pour travailler. Il a pris un taxi d'une autre compagnie pour partir. Hena l'aperçut et le suivit le lendemain. L'ingénieur Park a commencé avec confiance son travail d'escroquerie. Les responsables ont été surpris que le nouvel employé de 20 ans ait pu réaliser plusieurs escroqueries réussies. Les victimes de l'ingénieur Park n'étaient autres que le hacker Go-eun. La madame a rencontré avec Park d'ingénierie privée. Elle a giflé le gérant et lui a dit « Quel genre de formation avez-vous suivi ?» Lui donner. Ce vieux fromager s'est fait arnaquer 17 fois mais n'a gagné que quelques dollars, même pas assez pour l'acheter. Un téléphone indésirable. Elle a ensuite appelé pour acheter d'autres téléphones indésirables, mais on lui a dit qu'ils étaient en rupture de stock. L'un de ces hommes leur a suggéré de contacter le vendeur de téléphones indésirables qui avait causé des problèmes au casino. Plus tôt, il mangeait dehors. Alors la dame est sortie pour enquêter sur les antécédents de Dookie. Dookie a dit qu'il venait de Chine. Le hacker Ge-un a effectué des recherches en ligne pour que Dookie puisse répondre aux questions de madame sur la géographie chinoise. La dame a trouvé Dookie très charmant et a commencé à lui faire davantage confiance. Elle a demandé à acheter tous les téléphones indésirables que Dookie avait. Dookie a répondu qu'il avait promis de les vendre à quelqu'un d'autre. Une bande de gangsters est alors entrée et a dit à la dame qu'il faisait affaire avec Dookie. Ils se moquèrent de l'apparence de la dame et ils levèrent les mains pour la frapper, mais Dookie les arrêta. Il a jeté le chef du gang au sol. Dookie a déclaré qu'il annulait l'accord. Il ramassa le sac à dos sur la table et dit il vendait tout à la madame. L'ingénieur Park est retourné à la salle de bain pour se plaindre. Ge-un sur la peur qu'il avait. Il a été entendu par un voyou. Ge-un a immédiatement couru pour informer Dookie. Ce Park avait été pris. Dookie a dit « Bien, débarrassons-nous de lui. » Park était ligoté. La madame. Je lui ai demandé à qui il parlait et il a dit qu'il aimait se parler à lui-même pour s'amuser. Elle a pris un appareil de communication de l'oreille de Park, l'a mis dans sa bouche et l'a mâché, puis elle a tenu un couteau à sa gorge et lui demanda « Qui es-tu » Juste à ce moment-là, Dookie a ouvert la porte et a fait semblant d'être surpris, affirmant que le Park était le repas. Park s'est mis à rire et Dookie l'a assommé. Avec un coup de poing, Ge-un a dit à l'ingénieur Choi de l'informer de la situation et il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Parce que le procureur Hana le suivait comme une mouche. Ge-un lui dit d'essayer de la perdre. Le Park du génie était en danger. Choi s'est excusé de se garer en son nom et a raccroché. L'ingénieur Park a été emmené sur un bateau. Dookie retira son bandeau, révélant le vaste océan qui les entourait. Les voyous. Il attrapa Park et le poussa dans un tonneau. Ils ont fermé le couvercle et l'ont fixé avec des vis. Dookie. Il a arrêté la dame quand elle s'est avancée et a donné un coup de pied dans le tonneau dans la mer. Cependant, Park a rapidement été ramené à terre. Il pleura à Go-eun, lui demandant pourquoi elle l'avait poussé dans la mer. Il a admis il était stupide de faire confiance à Dookie. C'était son ami le plus proche, l'ingénieur Choi, qui l'avait sauvé. Choi. Il était connu sous le nom de dauphin de mer. La dame a pris le sac à dos avec les téléphones qu'elle avait achetés chez Dookie. De retour à son bureau, elle a dit à ses hommes de travailler dur. Go-eun a pu écouter le contenu et contrôler les téléphones à distance. Elle a ensuite déconnecté chaque téléphone, empêchant les escrocs de la tirer. D'autres victimes. L'un des hommes de la dame a utilisé l'un des téléphones pour l'appeler, et Go-eun, suivant Dookie, a appris l'identifiant du compte bancaire de la madame. Maintenant, tout ce dont ils avaient besoin était le mot de passe procureur Hana. Elle a continué à suivre l'ingénieur Choi, même si elle ne l'a vu pêcher que toute la journée. Elle a alors vu 3 membres de l'équipe de taxi arc-en-ciel arrivent et rejoignent Choi pour la pêche. Il semblait qu'il était. Tous prennent congé pour partir en voyage ensemble. Hana a immédiatement appelé Dookie, mais son téléphone était éteint.
Douki a dit à ses amis qu'ils étaient suivis et qu'ils devaient trouver la banque de madame. Maud passe du compte rapidement, il finirait tout demain le lendemain. Douki est parti. Avec un sac à dos en peau de tigre, le procureur Anna l'a suivi, puis s'est engagé dans une petite ruelle. Derrière lui, Douki l'emmena au restaurant de la Madame Anna, a montré la photo de Madame Douki et a demandé. Si elle le connaissait, la dame a dit que non, puis Yena a reçu un appel de son collègue, l'informant. Elle que les résultats de l'autopsie étaient arrivés, le défunt dans l'explosion était le président de l'UDATA. Anna retourna immédiatement au bureau du procureur, la dame entra et vit Douki. Parler à quelqu'un, il a dit qu'il était un passeur d'êtres humains, il partait parce que le procureur. Il le cherchait, alors il a dû fuir, il a ensuite sorti le sac contenant les téléphones indésirables et je les ai donnés à la dame en cadeau, puis madame a reçu un SMS des banques disant qu'elle. Le mot de passe avait été mal saisi 5 fois et elle devait se rendre à la banque à son arrivée. Elle est tombée sur Douki, il a dit qu'il avait besoin d'argent pour payer le bateau, alors il était là pour le retirer. Elle était ravie de le revoir alors qu'il attendait son tour. Douki demanda à la dame de tenir son sac pour lui quand ce fut son tour. Elle apporta le sac au comptoir et dit à la caissière qu'elle avait. Elle a mal saisi son mot de passe 5 fois et a dû se présenter en personne. Elle a ensuite vu Douki partir. Au cargo, Douki a dit qu'il devait aller payer le voyage. Avant d'embarquer, il a mis le sac dedans un casier pour attendre que quelqu'un récupère l'argent. Il a ensuite emprunté le téléphone de la dame pour l'échanger. Nombre Douki gardait le téléphone de la dame dans sa main et parlait sans cesse pour la distraire. Il est revenu. Le téléphone est parti, la dame a dit. Si vous revenez, n'oubliez pas de me chercher. Douki s'est lancé dans sa voiture, a pris une expression triste et est parti. La dame retourna à son bureau et fut encerclée par ses employés qui réclamaient leur salaire. Elle a ensuite reçu une autre notification de la banque. Dire que son mot de passe avait été mal saisi 5 fois, elle s'est rendue à la banque et a constaté que son compte était vide. Ses 3 milliards de wons avaient disparu à ce moment-là. Ses employés l'ont de nouveau appelé. Exiger leur salaire en sortant de la banque. Elle se souvint que Douki lui disait que si un jour le compte était vide, c'était parce que la police préparait quelque chose. Elle a immédiatement appelé Douki et a dit que son compte avait disparu, tout comme le sien. Douki lui a dit de s'enfuir le plus rapidement possible. Elle exigea qu'il fasse demi-tour et l'emmène avec lui. Douki a dit que cela coûterait beaucoup d'argent. De l'argent pour redresser le navire. Elle a ensuite retiré tout l'argent restant et l'a mis dans un casier. En attendant que les passeurs du bateau viennent le récupérer, elle a ensuite envoyé un texto à Douki pour lui dire qu'elle avait mis l'argent. L'endroit qu'il avait indiqué, l'ingénieur Choi a alors ouvert le casier, a pris l'argent et l'a apporté. Pour aller, Eun Go-eun a inséré la carte mémoire dans son ordinateur et a vu que la dame avait entré un nouveau mot de passe quand elle s'est rendue à la banque et a laissé le sac de Douki sur le comptoir. Quand Douki il avait emprunté son téléphone, il avait manqué de temps autant que possible. Go-eun avait anéanti les 3 milliards gagnés sur son compte. Douki avait rapidement supprimé la notification de solde alors qu'il la tenait. Téléphone. Douki a alors dit à la madame, vous avez trompé tant de gens en leur faisant tout perdre. Comment vous sentez-vous d'être trompé vous-même? Elle m'a dit, je te considérais comme mon homme, je ne regrette rien. Je veux juste savoir si tu as jamais été vraiment sincère avec moi. Douki secoua la tête et partit en partant. La dame hurlait avec ses employés qui étaient furieux d'avoir été trompés de leur salaire. Pendant des mois, puis un navire est arrivé pour ramener Douki à terre. Go-eun rendit l'argent volé à chacun des victimes. L'ingénieur Choi a récupéré ses 5 millions de wons, il a changé de coiffure, à son habituel regard bouclé, et est allé voir la vieille dame qui ramasse la ferraille. Il a rendu le million gagné. Elle avait été arnaquée. Douki est allé à la maison et le directeur lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas fait. Il a envoyé Madame Lim et ses complices en prison. Douki a répondu qu'ils étaient maintenant à la dérive en mer. C'était la prison la plus sûre. Douki voulait que le président voie son centre de données exploser. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa décision fasse du mal à des innocents. Cela l'a amené à s'interroger sur la prison de Madame. Il a dit au réalisateur de bien réfléchir si collaborer avec elle était une erreur. Le lendemain, le procureur Anna a présenté un mandat de perquisition pour la résidence du directeur Lima. La fondation Bloodbeer Anna a convaincu le procureur en chef Jin Mai que le taxi de luxe, l'abducteur de Chodochin après sa libération, était le même que celui qui avait percuté la voiture de patrouille de la police. Elle avait vu la voiture se rendre à la maison du président Jang, la mort du président Park et l'escroquerie téléphonique. L'organisation était tous connectés à ce taxi. Ces raisons étaient suffisantes pour obtenir une recherche.
Manda pour la maison du directeur Zhang Han n'a essayé de retrouver les personnes disparues qu'elle soupçonnait. Avait été éliminée là-bas, même si le procureur en chef a dit non, Anna a continué à le supplier. Il lui a dit que si elle ne trouvait rien chez le directeur Zhang, elle devait l'écouter. Ensuite, le procureur en chef a invité le directeur Zhang à déjeuner. Il a dit à Zhang que le bureau enquêtait sur une série de disparitions. Les victimes étaient toutes des criminels. Mais le suspect était l'un des employés de Zhang, le chauffeur de taxi Kim Do-kai. Quelqu'un a vu Douki conduire le véhicule suspect à la maison de Zhang. Il n'avait donc pas d'autre choix que d'approuver le mandat de perquisition. Pendant ce temps, les 4 personnes dans le sous-sol secret de Douki regardaient à travers la caméra. Et j'ai vu de nombreuses voitures de police garées à l'extérieur. Douki monta rapidement à l'étage pour voir s'il y avait quelque chose. Laissé que la police pouvait utiliser pour obtenir des informations, il descendit ensuite dans la pièce secrète une police. L'officier a escaladé la clôture et a ouvert la porte au procureur Kang Anna et au reste de la population. La police est entrée dans la maison et a fouillé tous les coins. Anna sortit. Mais il n'y avait pas de taxi en vue. Elle s'est rendue à la porte de la pièce secrète, mais n'a rien trouvé. Suspect Douki éteignit tout l'équipement électrique du sous-sol et se tint sur une plateforme. Montées à l'étage, les 4 personnes qui se trouvaient dans le manoir étaient maintenant sorties. Anna émergea. Fixant directement Douki, elle était gênée, et partie. Anna s'est rendue au laboratoire médico-légal et il a été informé qu'aucune des empreintes digitales trouvées au domicile du directeur Zhang ne correspondait à celle de la disparition. Criminelle, elle a demandé à rencontrer Douki, mais il a été intelligent et a pris le taxi orange, lui demanda-t-elle. Pourquoi il avait kidnappé les criminels? Elle a dit qu'il devrait se demander si ce qu'il faisait était justice. Il ne devrait pas se méprendre, tout le monde est un criminel. Les membres de l'équipe Rainbow Taxi. J'ai entendu la conversation. Douki a dit à Anna qu'elle savait clairement qui était le coupable et qu'elle comprenait la situation, mais elle ne pouvait rien faire parce qu'elle manquait de preuves. Anna s'est défendue en dire que la police ne voulait pas que quelqu'un soit condamné à tort, quitte à laisser une centaine de criminels sont en liberté. Qu'en est-il des victimes de ces 100 criminels? Si elle avait arrêté Shodo Chun, elle lui aurait fait payer ce qu'il n'avait pas déjà payé. Au lieu de cela, il n'a été condamné qu'à une peine de 10 ans et n'a même pas purgé la totalité de sa peine. Il était accordé la clémence pour des victimes comme elle. Ce n'était pas suffisant. Anna croyait que si tout le monde dans le monde était comme Douki, il n'y aurait plus de loi. Le coupable de Anna qui l'a tué. Son frère s'était suicidé en prison. Elle se demanda s'il ne cherchait pas à se venger de quelqu'un autrement ou évacuer sa propre colère. Elle avait l'impression qu'il déversait sa colère sur ces gens. Le lendemain, Anna baissa la tête et alla voir le procureur en chef. Il lui a dit d'arrêter s'impliquer dans le taxi de luxe et prendre rapidement en charge l'affaire du corps disparu. C'était une affaire non résolue. Le réalisateur Zhang est allé rendre visite à son ami le procureur en chef Jin Yko. Jin Yko a demandé pour l'aide de la fondation Bluebird dans une affaire non résolue de longue date, un meurtre sans un corps. Le père de la victime, un pasteur, refusait de croire que son fils était mort. Réalisateur Zhang Den. Je suis allé à l'église du pasteur et lui ai discrètement laissé une brochure pour le service de vengeance du taxi Arc-en-Ciel. Anna et l'enquêteur Wang se sont également rendus à l'église et ont rencontré la sœur de la victime. Dong Gai. À ce moment-là, le pasteur était assis dans le taxi Arc-en-Ciel de Douki. Utilisation du service de vengeance. Douki a commencé à enregistrer le récit du pasteur. Mon fils était vraiment une bonne personne. Il a rencontré une bonne fille. Tout comme lui, il la ramenait souvent à la maison. Pour dîner en famille, mon fils travaillait dans la construction ce matin-là. Il a dit qu'il y allait rencontrer un ami de sa copine parce que l'homme allait proposer un projet à mon fils. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Le pasteur a ensuite montré une photo de la personne que son fils avait rencontrée. Avant qu'il ne disparaisse, c'était l'ami de la future belle-fille, une proche associée d'eux. La nuit précédente, le fils du pasteur était sorti boire avec cet homme, dans l'espoir d'obtenir un projet de construction. Alors qu'il trinquait, la victime, Dong Gai, avait fini son verre. Mais le gangster n'avait pas touché au sien. Il avait été drogué. Le pasteur a dit à Douki que la sécurité. Les caméras ont confirmé que l'homme avait ramené son fils à son bureau, mais personne ne savait quoi. C'est arrivé là-bas. Un homme blond platine est entré, puis lui et le gangster sont sortis. Le pasteur a déclaré qu'il avait vérifié toutes les caméras de la zone, mais qu'il ne trouvait pas son fils en train de partir. Le bâtiment, où aurait-il pu aller? Douki donna une enveloppe au pasteur et le laissa à la arcade. Comme d'habitude, le pasteur s'est rendu à la salle d'arcade et a été présenté au service de taxi Arc-en-Ciel.
Lorsqu'on lui a demandé d'appuyer sur le bouton vert pour accepter le service, il a appuyé sur le bouton rouge pour refuser. Il pensait que son fils Dong-Hae était toujours en vie et qu'il reviendrait sain et sauf. Alors pourquoi choisirait-il? Vengeance? La directrice Jane a dit à l'équipe de Rainbow Taxi de traiter cette affaire comme d'habitude, en apportant son soutien à la famille de la victime. Il a demandé à Dookie d'effacer l'enregistrement, mais Dookie lui a montré une photo de l'enregistrement. L'associé de Madame et a demandé ce qu'il ferait si un client voulait se venger de Madame Sam-min. À ce moment-là, l'homme sur la photo a été libéré de prison parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Pour le condamner pour meurtre, il a été ramassé par l'associé Blonde Platine et ses hommes. En montant dans la voiture, la Blonde Platine a mentionné la future épouse de la victime, Dong-Hae. Ce qui a agacé le gangster, la directrice Jane, est montée dans le taxi de Dookie pour aller chez Madame. La société d'usurier de Sam-min Dookie vit arriver 3 voitures noires et la droite de la dame. L'homme, le chef du gang, a été pris au dépourvu. Les voyous ont traîné un homme blond platine qui avait été frappé. Dans la maison, Dookie regarda silencieusement les voyous discipliner l'homme blond platine. À ce moment-là, l'associé proche de la dame vint et tapota l'épaule de Dookie. Il s'est avéré que le gangster meurtrier était le frère jumeau de cet associé. La directrice Jane a ensuite dit à Madame Sam-min que le bureau du procureur enquêtait sur un meurtre sans corps. Elle soupçonnait ces gens d'être impliqués à ce moment-là. Le gangster récemment sorti, avec le associé et Dookie, entré, il s'agenouilla et s'excusa auprès de la madame, marmonnant qu'il avait s'est impliqué dans le meurtre. La dame s'est immédiatement approchée et a giflé violemment sa secrétaire, en disant qu'il ne savait pas comment gérer son frère, ce qui a conduit à ce problème. Elle a ensuite dit à la directrice Jane: vous savez pourquoi nous ne nous sommes jamais affrontés pendant toutes ces années? Parce que nous ne nous sommes jamais croisés. Limite. Dookie partit et dit à la directrice Jane qu'il avait besoin de savoir comment il s'était débarrassé du corps de la victime et de ce qu'ils avaient fait avec le Shodo-chun. Pendant ce temps, Dookie suivait un gangster, John T. Pour enquêter, John T. est allé à la rencontre de l'homme blond platine et ils sont sortis boire ensemble. Quand John T. fut ivre, ses hommes lui demandèrent ce qu'il avait fait à Dong-Hae qui avait fait la police travaille si dur. John T. a dit: j'ai pris soin de lui moi-même, sans laisser de traces. Il murmura alors à l'oreille l'homme blond platine comment il s'était débarrassé du corps de Dong-Hae quand John T. était complètement ivre. L'homme blond platine est sorti et a appelé Anna pour lui dire comment John T. s'était débarrassé le corps de Dong-Hae, mais avant qu'il ne puisse terminer, il a vu son frère jumeau, Dookie, debout au fond de l'escalier. Il a couru à l'étage, mais a été bloqué par John T. Il brisa la vitre et tomba haut. Anna a immédiatement appelé l'enquêteur Wang et lui a demandé d'aller sauver le platine. L'homme blond platine s'est précipité dans un entrepôt de tissus et a été trébuché par la dame secrétaire. Chale. Juste à ce moment-là, Dookie est apparu, a renversé Chaleba et a dit à la blonde platine: l'homme à courir. Dookie combattit la secrétaire dans une bataille féroce et égale, puis ils virent tous les deux. Les voitures de police s'approchaient et se cachaient hors de vue. L'homme blond platine s'enfuyait quand John T. l'a frappé avec un bâton, lui cassant la jambe. Il a essayé de se relever et de courir à nouveau, finissant par ramper dans un entrepôt de tissus. John T. l'a suivi et a cherché partout. Il a finalement trouvé le platine homme blond et l'a battu avec son bâton à plusieurs reprises. Comme un chiot, le procureur Anna est arrivé à elle. Sen et son collègue l'ont informé qu'un corps avait été retrouvé là-bas, mais ils n'ont pas pu l'identifier. C'est pourtant Anna est allée voir le corps et a découvert que la victime était son collègue, l'enquêteur Wang. Elle pleura de manière incontrôlable. La police a déclaré qu'il avait été retrouvé dans un entrepôt de tissus. Dookie se tenait au loin, regardant avec un regard impuissant, et il s'est avéré que tandis que le platine l'homme blond était battu à plusieurs reprises par le gangster John T., l'enquêteur Wang est apparu et a attaqué John T. John T., un ancien lutteur, a riposté. Au bout d'un moment, Wang a réussi à maîtriser le gangster, mais ensuite, le frère jumeau de John T. est apparu et a poignardé Wang à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il effondré. Ils ont ensuite entraîné l'homme blond platine. Plus tard, Kang Anna a confronté John T. Lui lançant des coquillages, il a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir tué l'enquêteur Wang et kidnappé l'homme blond platine. Anna l'interrogea, lui demandant où il s'était caché. L'homme blond platine, et s'il avait tué Wang? Il a ri et a dit: quoi qu'il arrive, tu devras me libérer. Il se moquait d'elle, ce qui rendit Anna furieux. Alors elle lui claqua un livre contre le visage au moment où elle s'apprêtait à le frapper avec une chaise, sa patronne. Le procureur en chef Jin Yu est entré
Alors elle s'est arrêtée. Jin-Yu a dit à Anna de libérer John T parce que il avait un alibi, il avait passé la nuit dans un bar. Anna a fait valoir qu'il s'agissait d'une fausse preuve. Mais Jin-Yu ne la laissait pas continuer à enquêter sur l'affaire. Regardez l'enquêteur Wang se faire emmener. Au crématorium, Anna inclina la tête et s'excusa auprès de sa mère au cœur brisé. Cependant, la mère a essayé de retrouver son calme et a dit « Mon fils est mort en faisant de bonnes actions. Dans sa prochaine vie, il rencontrera de bons parents et vivra une vie paisible. » Anna se sentait encore plus coupable. Après avoir entendu ces paroles, il s'est assis, pleurant de manière incontrôlable. Quand elle est sortie, elle a rencontré Dukai. Elle lui a dit « Je veux me venger ». Elle est montée dans le taxi arc-en-ciel et a tout raconté à Dukai. « Aidez-moi à me venger », a-t-elle dit. Dukai a ensuite conduit Anna dans un bar karaoké. Elle a entré le code pour la chanson sur le papier que Dukai lui a donné et a été accueillie par le service de taxi arc-en-ciel. Elle a ensuite appuyé sur le bouton vert pour accepter le service de vengeance effectué. Le directeur Zhang les a immédiatement informés que le procureur leur avait confié une affaire, celle que le pasteur avait refusée, le meurtre. Sankor Dongai était la victime, et l'auteur était aussi celui qui avait tué. L'enquêteur Wang et kidnappé l'homme blond platine. Tout le monde dans l'équipe de taxi arc-en-ciel. Ils ont levé les mains en signe d'accord, acceptant la mission. Dukai et l'équipe se sont rendus au bâtiment où Dongai avait disparu. Les deux ingénieurs ont fait semblant d'entrer dans un magasin de maillots de bain au sol. Seuls pour acheter quelque chose, ils ont remarqué qu'un coin du plafond était recouvert de moisissures. Le propriétaire du magasin, il a dit que c'était comme si l'étage supérieur fuyait toute la journée, avec de l'eau qui coulait tout le temps. Dukai, se faisant passer pour un policier, il est entré dans un restaurant voisin pour enquêter. Le propriétaire a montré du doigt un tuyau qui dépassait de l'immeuble de l'autre côté de la rue et a dit que quelque chose, comme si de la fumée ou de la vapeur, s'en échappait tous les jours. Puis tous les quatre se rendirent à la zone d'élimination des ordures pour enquêter et a vu un réservoir d'eau déformé. Les deux ingénieurs ont prédit qu'ils auraient pu utiliser de l'acide sulfurique mélangé à de l'eau pour se débarrasser du corps. Dukai a dit que tout le monde ne pouvait pas acheter de l'acide sulfurique en si grande quantité. Il appela Anne et apprit que l'entreprise utilisait souvent de l'acide sulfurique comme matière première. Ils se rendirent à l'endroit où Jean recevait généralement ses livraisons d'acide sulfurique. Ils ont choisi un parc d'attractions pour éviter les soupçons. Hacker Goen, prétendant être un acheteur, a appelé le fournisseur d'acide sulfurique et lui a demandé de retarder livraison. Alors l'employé, voyant une licence commerciale d'une entreprise partenaire, a accepté. Les deux ingénieurs se sont ensuite déguisés en livreurs, transportant les barils en plastique pour livrer à John T. Après avoir reçu la livraison, John T. est parti. Dukai a activé le suivi système dans le taxi et suivi John T. à l'aide des dispositifs de suivi fixés au canon. Il est arrivé sur place et a assommé un voyou. Avant d'entrer, il a ensuite étranglé un autre homme. Poussé un chariot à l'intérieur, il a vu de nombreux barils d'acide et d'armes. Il ouvrit l'un des couverclés. Trouvé le corps de l'homme blond platine. Dukai a vu le corps et s'est souvenu de celui de sa mère. Dernière image d'une affaire de meurtre passé, le rendant étourdi et instable, il trébucha et attrapa un sac. Essayant de reprendre son souffle pour retrouver son sang-froid, il a informé son équipe qu'ils avaient pris les organes et l'acide utilisé pour se débarrasser des corps. C'était une base pour le trafic d'organes organisé. Dukai est ensuite entré dans une pièce et a vu deux personnes opérer une personne sous anesthésie. John est entré et a attrapé Dukai. Le jetant au sol, il a frappé à plusieurs reprises pour le maîtriser. Lui, l'homme qui tenait les outils chirurgicaux, a couru dehors, mais il a été entouré par le deux ingénieurs. L'ingénieur aux cheveux bouclés, l'assomma. Dukai a continué à se battre contre John T. Finalement, il l'a poignardé à la jambe. John T. a poignardé l'homme sur la table d'opération à l'estomac. Puis s'est échappé. John T. est sorti en boitant par la porte arrière de la maison. Dukai a appelé Anna pour lui signaler situation. La nouvelle a rapidement été diffusée à la télévision. Madame Sun Min et le réalisateur Zhang, il regardait les informations. Elle a avoué au directeur Zhang qu'elle avait vendu les cornets et les foies de les criminels qu'il avait amenés, mais ils n'avaient pas été blessés lorsque le réalisateur Zhang a exprimé sa colère. Elle a dit « Je n'ai pris que des méchants pour aider les gentils seuls. Le criminel chaud du chien est mort. Parce qu'il était têtu, je n'ai jamais touché à des civils innocents. Je ne savais pas que John T. il faisait ces choses cruelles pour son propre profit. Il semble que mon secrétaire, Shukta, ait été de connivence avec ses frères jumeaux et m'a trompé. Je vais l'attraper moi-même. Madame Sun Min a donné au réalisateur les clés de la prison et a dit
je vais droguer ma secrétaire moi-même du Dukai et rentrer chez lui et a parlé au réalisateur. Zhang lorsqu'il a dit qu'il attraperait John T et le livrerait au bureau du procureur, le directeur. Ils lui ont dit que s'il faisait cela, il serait découvert. Dukai a répondu « Nous ne pouvons pas le remettre. En prison non plus, c'est comme relâcher un tigre dans la forêt, pensez-vous toujours que vos actions. » Aviez raison. Dukai est parti. Madame Sun Min a invité sa secrétaire à dîner dans un restaurant japonais. Le directeur Zhang et Dukai attendaient dehors. Goat 1 regardait tout à l'intérieur à travers la caméra. La secrétaire arriva et entra calmement. Les deux ingénieurs ouvrirent alors la porte à Madame. La prison de Sun Minute est allée à l'intérieur pour explorer. Madame Sun Min a dit à la secrétaire que tout le monde. Celui qui a travaillé pour elle pendant longtemps est devenu gourmand, mais il était le seul à connaître sa place. S'il avait fait des erreurs, elle lui pardonnerait. Une fois, elle l'invita à trinquer avec elle. Il but tout le thé, mais elle ne toucha pas le sien. Elle a dit « Je t'ai donné une chance et tu l'as raté. » Dormez bien pour la dernière fois. Cependant, il avait été préparé et n'avait pas avalé le thé. Il lui a attrapé les cheveux, lui a fracassé la tête contre la caméra et a crié. Dukai s'est précipité à l'intérieur pour fouiller. Mais quand il entra dans la pièce où la dame était assise, il vit la caméra cachée dans le. La plante en pot était encore intacte. Goat 1 s'est rendu compte que la vidéo avait été préenregistrée. Dukai et le réalisateur Zhang a couru à la prison, mais n'y a trouvé aucun prisonnier. Puis ils ont trouvé les deux. Les ingénieurs enfermés dans une cellule de prison au sous-sol. La dame a appelé le directeur Zhang et a dit « Je vais prendre bon soin de mes prisonniers. » Tout cela n'était qu'un coup monté. Chaque équipe de Taxi Arc-en-Ciel a aidé le directeur Parka. L'hôpital car il avait été frappé aux jambes avec un bâton par les voyous. Les prisonniers de la prison a été emmené à un autre endroit. Elle a découvert que la société d'usurier de Madame avait une filiale qui possédait un bâtiment contenant l'ambassade des Bahamas. S'il détenait les prisonniers de l'ambassade, même la police n'ont pas pu entrer. Dukai s'est immédiatement rendu au bâtiment pour enquêter. L'électricité a été coupée. Dukai est monté à l'étage et a installé des bombes fumigènes. Il a ensuite activé l'alarme incendie. Tout le monde dans le bâtiment a couru dehors. Puis Dukai est tombé sur John T, qui a immédiatement couru pour s'échapper. Il conduisit Dukai dans une pièce et celui-ci lui demanda où se trouvaient les prisonniers. Dukai a ensuite lancé. Il lui a donné un tuyau en métal pour se battre, mais Dukai l'a rapidement jeté au sol, voyant qu'il ne le ferait pas. Révélant l'emplacement des prisonniers, Dukai lui a brisé un miroir sur la tête et l'a assommé. Inconscient, Dukai et l'ingénieur Choi ont fait semblant d'être du personnel médical d'urgence et ont emmené John T. Dans une ambulance. Madame Sung Min a appelé le directeur Zhang et lui a demandé de lui rendre John T. Le directeur Zhang demanda Dukai en échange de tous les prisonniers et proposa de faire du commerce sur un pont. Le lendemain soir, pendant ce temps, dans le fourgon de transport de prisonniers, l'employé d'Udaba aux cheveux bleus. Il a enlevé son masque et détaché le propriétaire de l'usine de sauce de poisson. Ils ont attaqué les voyous qui les gardaient. Détacha le reste des prisonniers. Ils ont ensuite demandé au chauffeur de s'arrêter et de libérer les prisonniers qui n'étaient pas impliqués. La dame a dit au téléphone à l'homme aux cheveux bleus « Nous vous avons sauvé. Nous sommes sur le même côté. C'est le chauffeur de Taxi Arc-en-Ciel qui est votre ennemi. » Elle a raccroché. La dame était furieuse et a dit sa secrétaire pour les amener au Taxi Arc-en-Ciel. S'il venait, Anna s'est rendue à la compagnie de taxi. Il a exigé de parler à Dukai seul. À ce moment-là, le petit ami de la sœur, qui s'était échappé, se cachait. Autour de la compagnie de taxi, Anna a demandé à Dukai de lui remettre John T. Elle a dit qu'elle ne ferait semblant de rien. C'est arrivé s'il l'a fait. Dukai a immédiatement refusé. Anna a dit que peu importe à quel point il le cachait, elle trouverait John T. Comme Anna est partie, Dukai a dit « Je tiendrai ma promesse de me venger pour toi. » Le presque beau-frère de Go-eun est retourné à la voiture et a informé le propriétaire de l'usine de sauce de poisson. Et l'homme aux cheveux bleus, le chauffeur, travaille pour Rainbow Taxi. À ce moment-là, le secrétaire Shukta est arrivé avec de nombreux voyous entourant la voiture et les emmenant tous ce soir-là. Le directeur Zhang et l'équipe de Taxi Arc-en-Ciel sont arrivés au pont pour faire l'échange avec Madame Sung Min. Ils allaient lui livrer John T. en échange des prisonniers. Elle a utilisé des jumelles pour regarder John T. assis dans le taxi de Dukai. Le réalisateur Zhang a également repris des jumelles, mais il vit que la voiture ne contenait pas les prisonniers qu'il avait arrêtés. Puis, une voiture transportant les 3 criminels qui avaient été capturés par un taxi Arc-en-Ciel est arrivée. Ils étaient sur le point de battre le directeur Zhang, mais de nombreuses voitures de police sont arrivées. Madame Sung Minute est immédiatement remontée dans sa voiture et ses voyous sont partis pour échapper à la police.
Kang Anenae est sorti et a dit à Dukai « Nous allons emmener John T. » Elle a ensuite menotté Do pour héberger un criminel de retour au bureau du procureur. Aena a demandé au chef d'équipe de libérer Dukai, mais le procureur en chef Ginny Greco a comparu et a dit « Il a été impliqué dans tant d'affaires. Vous devez l'enquêter à fond ». Le chef d'équipe a commencé à l'interroger. Mais Do qui vient de dire qu'il avait faim et qu'il avait besoin de manger pendant ce temps, Madame Sung-min et sa bande avaient arrivé à la maison du directeur Jang, ils ont défoncé la porte et ont fait irruption à l'intérieur. Ils lui ont demandé pourquoi avait-il promis de leur donner John, mais au lieu de cela, il l'a donné au procureur. Ils ont blâmé lui pour la situation. Do qui était dans la salle d'interrogatoire lorsqu'un plateau de nourriture a été apporté à lui. Lorsqu'il a ouvert le récipient, il a trouvé une note. Il a lu « Si vous souhaitez enregistrer votre chers collègues, sortez maintenant ». Ensuite, il a rencontré Aena pour négocier. Le chef d'équipe Do qui a couru et a vu Aena était assise là, menotté. Do qui est sorti et a vu l'ingénieur Park conduire le taxi pour aller chercher lui, debout pendant qu'il conduisait. Park lui raconta tout ce qui s'était passé. Juste à ce moment-là, la dame appela Dukai et lui a dit de venir immédiatement. S'il voulait sauver sa famille, les voyous fouillaient le sous-sol secret. Quand ils ont vu le taxi descendre, l'homme aux cheveux bleus s'élança en avant avec un bâton, mais a vu que la personne à l'intérieur de la voiture était ingénieur Park, pas Dukai. Soudain, Do qui est apparu. De dos, il a utilisé une lunette de vision nocturne pour assommer les voyous. Après les avoir tous maîtrisés, il alluma les lumières et les braqua directement sur l'homme aux cheveux bleus.